Bonjour et bienvenue au Festival international de Contis. Merci d'être avec nous pour cette 25e édition qui cette année se déroule en ligne du 2 au 6 juillet. Je suis très heureuse de vous recevoir pour évoquer aujourd'hui la réalité virtuelle au-delà du cinéma. Avant de démarrer la conversation, je voulais juste dire un mot sur le contexte de la VR à Contis. Le festival de Contis a toujours été tourné vers d'autres formes artistiques que celles du cinéma. Mais le festival, c'est surtout une histoire de rencontre. Et cette rencontre, elle a eu lieu en 2016 avec Gwenaëlle Clovert qui est avec nous aujourd'hui. Gwenaëlle est productrice. Elle était venue présenter un film à la sélection de courts-métrages en 2016. Et quand on est sélectionné à Contis, forcément, il y a un moment donné où on se retrouve à boire un verre et discuter de ses projets avec Betty et Rainer qui dirigent le festival et le cinéma de Contis. Et donc, on discute, on parle de ces projets. Et quand Gwenaëlle leur a parlé de réalité virtuelle et de ce sur quoi elle travaillait, ils ont immédiatement eu envie d'en voir plus. Et ça a démarré comme ça. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'avec Gwenaëlle, nous organisons des rendez-vous VR pendant le festival. Ça se traduit par des films, bien sûr, des séances VR qui sont proposées au public, mais aussi des rendez-vous professionnels, comme c'est le cas aujourd'hui. Et depuis l'année dernière, nous avons lancé un appel à projet en partenariat avec le Cube et le Labo du Pôle Média Grand Paris, le défi VR. Et le défi VR permet à des auteurs d'être accompagnés dans le développement de leurs projets en réalité virtuelle. Avant de te passer la parole, Gwenaëlle, je signale juste aux personnes qui nous suivent en direct qu'elles peuvent nous poser leurs questions, qu'on y répondra au cours de la discussion. Et voilà, maintenant Gwenaëlle Clovert, donc, qui est productrice à Rennes chez 10 to 10 Film, va vous faire les présentations de nos invités aujourd'hui. Merci Jessica et un grand merci aussi à Betty et Rainer de m'avoir fait confiance toutes ces années. Et je suis très contente aujourd'hui de réunir ces 4 autres personnes autour de moi que je vais vous présenter et qui sont nos intervenants pour cette table ronde. Donc, je vous présente Claire Châtelet, qui est, elle vous fait un petit signe, est maître de conférences en audiovisuel et nouveaux médias à l'université Paul Valéry, Montpellier. Elle est par ailleurs auteure et conceptrice de projets interactifs et travaille également sur son propre projet en réalité virtuelle, dont elle nous parlera peut-être un peu plus tard. Sa recherche porte sur les écritures audiovisuelles interactives et les enjeux esthétiques des nouveaux écrans. Et elle aura l'occasion de nous développer tout ça, puisque également elle est la médiatrice, la modératrice de cette table ronde. Je vous présente également Adelin. Adelin Schwerzer est artiste transmédia, producteur et membre du collectif Délétère à Marseille, un laboratoire d'expérimentation concentré sur les nouvelles technologies, au sein duquel il poursuit un travail qui m'intéresse beaucoup sur le techno-chamanisme. Et j'espère qu'il pourra également nous développer un peu plus tard qu'est-ce que le techno-chamanisme. Pina, bonjour Pina. Pina est metteuse en scène, auteure, chanteuse et performeuse avec des créations ancrées dans l'espace public. Elle a collaboré avec Adelin et le collectif Délétère sur plusieurs projets, notamment Dronars. C'est ça, on dit Dronars ou Dronars? Les Dronars. Les Dronars, pardon. Et travaille actuellement sur plusieurs projets avec eux. La scénographie et la direction d'acteurs est au cœur de sa pratique. Et Jérémy. Jérémy est producteur de la Générale de Production. Il produit des projets classiques en cinéma et en audiovisuel, mais également des productions extrêmement innovantes en réalité virtuelle, notamment un film assez extraordinaire d'animation VR que j'aime beaucoup, qui s'appelle Accuse de Walter Sisulu. Voilà. La Générale de Production est également la fondatrice ou cofondatrice du festival New Images au Forum des Images, qui existe depuis 2018 et qui est un petit peu la continuité de I Love Transmedia qui a existé entre 2010 et 2017. Et tu es également aussi, Jérémy, le cofondateur de PXN. Tout à fait. Voilà, bienvenue à tous. Bonjour. Et merci d'être là. Donc, la discussion est ouverte. Je passe la parole à Claire Châtelet.
Bonjour, merci. Donc, je vais être à la fois la modératrice, mais je vais faire une petite contextualisation, puisqu'on m'a demandé d'avoir un regard un peu surplombant sur ces questions-là et d'apporter une contextualisation historique. Donc, je voulais un peu replacer cet engouement qu'il peut y avoir autour de la VR depuis ces 5-6 dernières années. Pas que seulement la VR d'ailleurs, on pourra peut-être en parler pour ouvrir le débat sur toutes les technologies immersives, c'est-à-dire réalité augmentée, réalité mixte également, qui sont réunies justement sous un sigle XR qui veut dire Extended Reality. Donc ça aussi, je pense que c'est une terminologie à questionner. Qu'est-ce que la réalité étendue et pourquoi ces technologies nous apporteraient cette pseudo-réalité étendue? En tout cas, comment ces technologies questionnent le réel. Évidemment, ce n'est pas le lieu vraiment ici, mais je voulais quand même mettre l'accent sur le fait que cet engouement, il est aussi entretenu par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les industriels qui veulent vendre des casques, qu'il est aussi relayé par tout un discours médiatique. Donc cet aspect-là de logique économique, elle est quand même sous-jacente par rapport à ces technologies qui se développent. Néanmoins, évidemment, ces techniques, ces technologies sont détournées, appropriées, questionnées, expérimentées par des artistes. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment les artistes les utilisent de manière productive pour penser autrement les images et les sons, pour raconter autrement des histoires, pour proposer des expériences peut-être plus sensorielles. En tout cas, pour interroger toutes les modalités de la création. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse en tant que chercheuse, mais aussi en tant que praticienne. C'est plutôt ce côté expérimental des projets. Malgré tout, alors j'ai plusieurs casquettes, mais avec ma casquette d'universitaire, j'aime assez aller voir, contextualiser les choses. Moi, c'est un peu mon boulot. Et de voir en quoi ces technologies sont vraiment innovantes, puisqu'on nous les présente comme ça. Et finalement, si on a un regard un peu plus sur un aspect un peu plus historique, on constate que finalement, ces technologies réactivent des problématiques qu'on a déjà vues dans d'autres arts. Et je voulais faire un petit point sur ça dans cette introduction et montrer comment justement elle se place à la fois dans une continuité technologique. Bon, ça c'est évident, la VR elle s'est développée dans les années 60, puis 70, elle s'est modernisée dans les années 80, mais plutôt dans le sens des jeux vidéo. Mais surtout, ce qui est plus intéressant selon moi, c'est comment elle se place dans une histoire élargie des arts et une histoire qui dépasse justement le seul cinéma, mais qui intègre aussi les arts numériques et le spectacle vivant. Ça me paraît extrêmement important d'avoir cette vision un peu décalée où on regarde la réalité virtuelle à partir d'autres disciplines artistiques. Et du coup, on s'aperçoit de cette manière-là que la réalité virtuelle questionne, réactualise, évidemment selon des modalités différentes, un certain nombre de questions qui se sont déjà posées dans les arts de la représentation ou les arts visuels. Évidemment, la question de l'immersion, c'est celle qui vient le plus souvent sur le devant de la scène, cette question de l'immersion qu'on pourrait aussi interroger. Je suis un peu critique sur ce terme-là, mais bon, il signifie quand même cette idée de vouloir intégrer le spectateur dans un environnement, dans une image. Et on peut peut-être plutôt parler de sentiment de présence par rapport à cette image. Donc, c'est des concepts qui peuvent circuler là, pendant l'échange. Et en tout cas, la volonté de dissoudre la frontière entre l'espace réel du spectateur et l'espace virtuel de la représentation ou l'espace du spectacle, ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas nouveau. Par exemple, alors je vais citer quelques dispositifs, mais c'est pour élargir un peu les questions et voir comment les enjeux esthétiques sont déjà posés sous d'autres formes. Dès les années 20, de nombreux artistes qui sont issus des avant-gardes, alors que le cinéma venait à peine d'être institué comme art, donc autour des années 10, il a commencé vraiment à se forger avec une identité propre. Donc ces artistes des avant-gardes ont déjà voulu imaginer des configurations formelles et techniques qui dépassent et qui rompent avec le dispositif cinématographique.
parce qu'ils considéraient que ça se rapprochait trop du théâtre, ou alors que le cadre de l'image était trop proche du cadre pictural et enfermait le regard. Donc, il y avait déjà cette volonté de penser autrement un dispositif à peine naissant, à peine institué. Et l'idée, c'était vraiment comment offrir des formes singulières qui déjouent la perception ordinaire et qui induisent de nouvelles manières de voir et de sentir. Et donc ça me paraît assez prégnant aujourd'hui dans les projets qui se proposent d'utiliser la réalité virtuelle. Et donc, moi, j'aime bien citer toujours Béla Balázs, qui est un théoricien et cinéaste hongrois, qui, dès 1921, bon, je crois que c'est 21, mais en tout cas, c'est dans les années 20, se questionnait le cinéma en termes de un nouvel art qui serait comme un nouvel organe des sens. Et cette idée d'expérience sensorielle et de sens démultipliés, on la retrouve presque 100 ans après, aujourd'hui avec la réalité virtuelle. Donc, du côté, on pourrait trouver donc cette filiation du côté des avant-gardes, mais pas seulement, aussi si on va encore un peu plus loin et qu'on part du XVIIIe siècle, toutes les problématiques liées à comment placer le spectateur au centre de l'image et non plus face à une image. Elles se sont posées par exemple avec les panoramas. Alors, ce sont des peintures qui sont déployées dans un espace circulaire dans lequel le spectateur se promène et qui vise justement à faire oublier l'espace réel et à plonger le spectateur dans un milieu imaginaire. Après les panoramas, il y a eu les cycloramas, donc déjà avec cette notion de cycle et d'environnement un peu 360, on a aussi cette idée d'immersion, même si le mot évidemment est assez anachronique. On pourrait aussi, par rapport à la question de l'illusion, et ça pourrait être intéressant de voir comment Adelin peut aussi intégrer ça dans le techno-chamanisme. Moi, j'ai pensé aussi aux fantasmagories qui ont été développées au 19e siècle, notamment par Robertson. C'est tout un système d'illusion optique et acoustique avec des projections et des animations sur un écran de toile ou de la fumée. Et on projette des tableaux miniatures qui sont peints sur des plaques de verre. Donc, cette idée de l'illusion, comment on floute en quelque sorte l'espace réel et en proposant un espace illusionniste. Donc, c'est une question qui me paraît intéressante. Ça a été prolongé, enfin, les panoramas ont été prolongés par les dioramas de Daguerre au 19e siècle, où là, le spectateur était sur un système de plateau rotatif et on avait des peintures mouvantes autour de lui, donc qui variaient contrairement au panorama et lui-même bougeait. Donc ça aussi, comment on engage le corps du spectateur, c'est aussi une problématique qui est assez forte avec les technologies immersives. Et plus généralement, tout ce qu'on appelle, nous, en tant que chercheurs en cinéma, le proto-cinéma, c'est-à-dire tout ce qui a à faire avec le cinéma primitif et qui place le cinéma, là, pour le coup, plutôt du côté des arts forains. Ces expériences-là, elles étaient déjà dans cette volonté de proposer de l'immersion. Donc, que ce soit le cinématographe géant des Frères Lumière présenté à l'exposition universelle de 1900 de Paris, où on avait un écran de 400 mètres carrés. Donc, la matière de cet écran permettait aux spectateurs de voir des deux côtés de l'écran. Donc, il y a cette idée d'élargir le cadre, sortir d'un cadre strict et d'envelopper en quelque sorte le spectateur. On connaît souvent, on pointe souvent le cinéorama de Grimoin-Sanson qui a été présenté à l'exposition universelle de Paris de 1900. Il s'agissait d'un système de 10 projecteurs permettant d'obtenir une image à 360 degrés. Les spectateurs étaient placés dans une nacelle de montgolfière reconstituée. Et les images qui avaient été enregistrées, c'était des images précisément qui avaient été prises du ciel de Paris via un ballon, via une montgolfière. Donc, il y avait cette sensation aussi d'un paysage mouvant et d'être transporté, puisqu'il y a aussi cette notion de transport en quelque sorte dans l'image. Donc, c'est intéressant, d'autant plus que je ne sais pas pour qui était au Festival de La Rochelle il y a un an, je crois que c'était.
où un dispositif similaire a été présenté, où cette fois, le spectateur rentrait dans une nacelle de montgolfière avec un casque de réalité virtuelle. Donc, on nous refaisait le coup du cinéorama 100 ans après. C'est assez étonnant, 120 ans après. En tout cas, tous ces dispositifs questionnent, proposent de nouveaux régimes de visibilité, c'est ça qui est intéressant, qui questionnent la sensorialité et les modalités de la perception. Autre point qu'on pourrait mettre en avant dans l'aspect historique, c'est le sensorama de Morton Hellick qui, lui, consistait à rentrer dans une sorte d'ancêtre de borne arcade, on pourrait dire arcade VR, où le dispositif permettait d'activer à la fois des images en stéréoscopie 3D, d'avoir du son stéréo, des sièges vibrants, des parfums. C'est aussi l'ancêtre des salles en 4XD. Donc, vous voyez, tout ça, ça permet d'avoir quand même de se positionner, de se situer sur des questions de finalement être englobé dans l'image. Hein. Comment ça peut se poser aujourd'hui avec ces nouveaux dispositifs? Bon, je pourrais encore démultiplier les exemples, mais je pense qu'on en a déjà vu pas mal. Malgré tout, je voudrais dire qu'au cinéma, puisque la question qui va aussi se poser, c'est le titre de la table ronde, la réalité virtuelle au-delà du cinéma. Cette question s'est aussi posée au cinéma dans un sens plus commercial, notamment Walt Disney qui avait projeté pour la première fois un film en 360 en 1955. Dans une salle dédiée qui s'appelait le Circarama, et puis c'est une projection panoramique sur 9 écrans, et puis plus tard le procédé du Circle de Vision 360, permettant de projeter des films à 360 dès 1967. Donc voilà, pour moi, immerger le spectateur dans l'image, c'est pas quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui, évidemment, ça se manifeste d'une manière différente avec ces dispositifs que permettent la VR, mais également la réalité mixte. Et peut-être ce qu'il y a de distinctif aujourd'hui, c'est les modalités interactives que propose la réalité virtuelle et cette manière d'engager, enfin moi c'est ça qui m'intéresse en tout cas en tant que chercheuse, cette manière d'engager le corps et l'appareil psychique du spectateur dans l'espace de la représentation et dans l'acte de narration et comment les expériences de réception deviennent performatives en quelque sorte. Donc, je pense qu'en interrogeant ces dispositifs anciens autour du simulacre, de la simulation, de l'incorporation du corps ou de la dissolution du corps, on voit bien comment ils cherchent à réduire l'écart entre l'espace réel et l'espace illusionniste et comment on peut aborder ces formes esthétiques en termes d'environnement comme on peut le faire aujourd'hui. Voilà. Pour ma petite contribution historique de prof université. Donc, Merci. Avec plaisir. Donc, si c'est moi qui reprends la main, c'est très bizarre hein, d'avoir parlé. Je me suis auto-octroyé la parole en quelque sorte et je vais continuer du coup avec une casquette de modératrice. J'aurais aimé commencer justement par rapport à, avant les questions, que vous parliez, vous, de votre posture ou votre implication, de votre engagement, de votre position par rapport à la réalité virtuelle. Alors, on va commencer par Jérémy Pouillot. Si Jérémy, tu es d'accord pour qu'on commence par toi. En plus, c'est vraiment intéressant cette double casquette à la fois de producteur, mais également directeur artistique de New Images et membre fondateur de PXN. Tu as un regard vraiment très complet, je pense, sur ces formes-là. Donc, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Claire. Et je suis impressionné par cette introduction universitaire, effectivement, mais de grand talent. Alors, avant de raconter un peu ma manière de voir cette technologie, je présente quand même juste d'où je viens, parce qu'évidemment, ça colore un peu ma pratique. Donc nous, à la Générale de Production, on produit des projets qui sont à l'origine pour la télévision, essentiellement, un peu pour le cinéma. Donc on travaille les technologies sont des formes narratives.
Et on est venu très très vite dans l'histoire de la société à travailler sur des formes interactives, soit interactives, soit numériques. Mais en tout cas, on a été une des premières sociétés en France à inciter les diffuseurs à s'intéresser à ces plateformes nouvelles. La société est née en 2001 et donc c'était pile le moment de la bulle Internet. Donc, il nous restait à charge de montrer que Internet pouvait être le lieu d'un massacre industriel, c'était une chose, mais que ça pouvait être aussi le lieu d'une expression renouvelée. Donc, avec l'espace où on pouvait raconter des histoires et les raconter un peu différemment de ce qu'on faisait habituellement. On a commencé comme ça, on a raconté, donc on a commencé en fait à faire des web documentaires pour, malgré tout, avec le partenariat de plateformes visuelles. Petit à petit, donc en parallèle, on a monté une forme plus événementielle où l'idée à l'origine, c'était I Love Transmedia, où l'idée à l'origine était de favoriser l'émergence de ces écritures. Donc, il s'agissait de convaincre les diffuseurs que ces écritures étaient intéressantes et qu'il y avait tout à fait lieu d'investir sur les talents qui pouvaient s'exprimer à cet moment-là. On a fait ça pendant 7 ans à peu près et on a suivi un peu toute l'histoire du web documentaire de l'émergence de ce genre jusqu'à la première fin, puisqu'on peut considérer que la grande histoire du web documentaire a couru de 2005 à 2015. Et puis petit à petit, on s'est intéressé à la réalité virtuelle parce que évidemment c'était des formes tout à fait intéressantes du point de vue de l'interaction et de l'immersion. Mot que je critique moins que toi, Claire, mais on pourra en débattre. Donc voilà, on en est venu comme ça à s'intéresser à la réalité virtuelle, à la fois en tant que lieu d'expression et lieu de production de contenu pour la générale de production, et comme forme intéressante du point de vue de la direction artistique en festival. Voilà, alors moi, c'est vrai que du coup, la pratique que j'ai de la réalité virtuelle, c'est que je produis des films en réalité virtuelle, soit linéaires, soit interactifs, puisque pour le rappeler pour un public qui ne serait pas forcément tout à fait au courant, on peut faire soit des films 360 montrés dans des casques, soit faire des œuvres qui sont plus interactives, jusqu'à des œuvres très proches de ce qu'on peut voir en jeu vidéo. Et nous, on produit typiquement soit du documentaire, soit de la fiction, soit du jeu vidéo en réalité virtuelle. Donc, en fait, c'est le prolongement de ce que l'on peut faire par ailleurs pour les chaînes de télévision plus classiquement, mais sur ces plateformes plus immersives. Voilà, donc ça donne une idée de la raison pour laquelle, dans le fond, moi je considère que finalement la réalité virtuelle est une forme de prolongement de toute l'histoire de la narration, depuis les dessins dans les grottes en passant par les contes autour du feu jusqu'à la salle de cinéma et son écran panoptique. C'est à chaque fois un stade supplémentaire d'immersion dans la narration et un stade supplémentaire de surprise pour le spectateur, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de déjouer les attentes qui peuvent être celles du spectateur devant des formes qu'il connaît bien, et donc déjouer les attentes. Pourquoi? Au service de ses émotions. Et je crois aussi, ça me permettra d'ouvrir complètement le débat, je sais pas, après, j'espère que vous aurez la facilité de reprendre, contredire ou illustrer ces idées-là. Mais il s'agit aussi de surprendre dans le sens où, en fait, il y a aussi l'idée de prendre dans surprendre, c'est-à-dire que, en fait, le spectateur vient voir l'œuvre d'un auteur. Il s'agit de rencontrer aussi, enfin, d'être dans un désir de cette narration. Donc, et c'est pareil dans toutes les formes, enfin, à mon point de vue, dans toutes les formes artistiques, mais là, il s'agit vraiment d'épouser, et comme tu parlais de présence, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très fort, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est en présence de l'auteur. Et donc, il y a une rencontre avec l'auteur qui est très très forte. Voilà, pour me présenter rapidement et présenter un peu mes débuts de point de vue. Merci beaucoup, Jérémy.
On va peut-être passer la parole à Gwenaëlle pour tes débuts de productrice aussi dans la VR. Comment tu es arrivée à la VR en fait, en tant que productrice? Alors moi, je ne vais pas contredire Jérémy parce que son approche m'intéresse beaucoup et me passionne. J'ai eu comme maître, j'ai eu comme maître de VR en fait, parce que j'ai suivi une formation, après avoir suivi d'ailleurs une formation avec ce même mentor, entre guillemets, donc Michel Reillac, qui avait créé une formation sur le transmédia à un moment donné. J'avais suivi cette formation et très naturellement, par la suite, lorsqu'il a proposé au tout début, donc en 2015, cette formation en réalité virtuelle, je l'ai suivie également. Et c'était un peu les prémices et puis surtout plein de questionnements, voilà, et encore beaucoup d'inconnus, même s'il en reste encore aujourd'hui. Et on s'est retrouvés une dizaine autour de cette table, et à la fin de cette semaine intense de partage et d'apprentissage, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là. On a créé un collectif, le collectif SOVR, et on a décidé de concevoir notre premier film en réalité virtuelle et d'être dans peut-être la simplification la plus totale. C'est-à-dire ce qui nous intéressait, c'était justement cette idée d'immersion, donc d'immerger l'utilisateur, le spectateur, le voyageur dans une scène d'un film et de le rendre complice de ce qui peut se passer face à lui et de le rendre même en quelque sorte voyeur. Donc vraiment de l'utiliser dans la fonction la plus basique possible, sauf qu'on y mêlait quand même de l'interaction, puisque l'utilisateur avait le choix de s'approcher de tel ou tel endroit et de suivre ce qui se passait, qui bien sûr était censé être écrit de telle manière que ce soit intéressant, surprenant et même choquant par moments. Voilà, on n'a pas su tout de suite, on n'a pas, comment dire, appréhendé toutes les difficultés qui sont enchaînées par la suite, qui étaient assez passionnantes, comme le fait de mettre dans la même pièce pendant des heures et des heures et des heures 15 acteurs non-stop qui doivent, même quand ils sont hors champ, être toujours présents dans le rôle qu'ils interprètent, donc ne jamais avoir de moment off, alors que l'axe est censé se porter sur d'autres personnes ou d'autres acteurs. Ils sont quand même hors champ, mais pas hors champ, donc toujours obligés d'être dans leur rôle. Donc c'était quand même très physiquement très intense, et puis voilà, et puis ça nous a demandé d'écrire le hors champ en fait, en quelque sorte. Et puis après, cette volonté de faire un film interactif, même si c'était une petite interaction puisqu'on utilisait le ice tracking, mais qui du coup, moi étant la productrice de ce projet, je n'avais pas assez anticipé peut-être la difficulté de diffusion, parce qu'à ce moment-là, les plateformes telles que Arte 360 ne diffusaient pas de projets qui faisaient appel à cette technique-là. Donc voilà, on a essuyé pas mal de plâtre. Et donc French Kiss est né en 2017 et par la suite j'ai développé d'autres projets sur lesquels d'ailleurs le développement étant assez long, j'ai eu une petite interruption et puis j'ai développé des projets, notamment 369 qui est un film d'animation VR où là je me confronte à la technique de l'animation, mais aussi l'animation d'un point de vue sphérique, tout en voulant utiliser la technique 2D. Donc c'est assez particulier, en étant assez comment dire, dans une recherche et dans une interrogation constante sur l'expérientiel de ce voyage, puisque c'est un voyage érotique dans les années 20, où en fait c'est un film de récit, comme tu peux dire Jérémy, mais également un film d'expérience où on fait appel à tous les sens. Donc c'est assez particulier, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Et puis un autre film où là on est dans la peau d'un schizophrène paranoïaque qui va vivre donc des bouffées délirantes. C'est l'adaptation d'un roman de Alain Robbe-Grillet. Et donc pareil, on a là cette fois-ci plus d'interaction. C'est un film interactif où on est nous-mêmes donc saisis par ces bouffées délirantes. Voilà, donc c'est en parallèle, je me suis aussi passionnée pour cette écriture, et j'essaye modestement de transmettre certaines comment dire, expériences ou un regard à des étudiants au sein du master NUMIC à Rennes 2, que je suis pendant leur master sur un an ou deux. Merci beaucoup, Gwen. Je vais passer la parole à Adelin et ensuite à Pina Wood.
Adeline, est-ce que tu peux nous expliquer comment… Alors toi, je sais que c'est long, enfin long, ton histoire par rapport à la VR est longue parce que tu t'interroges sur ces dispositifs depuis longtemps, avant tout l'engouement qu'il y a pu y avoir autour de cette technologie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là et puis aussi quelles sont tes interrogations aujourd'hui par rapport au projet? Bien sûr. Bah, déjà, moi, cette question de la VR, je te remercie pour cette introduction d'ailleurs, Claire, parce qu'il y a vraiment, t'es certainement une des personnes les plus précises sur la question de l'histoire de ces technologies. Et comme ça fait partie de ma pratique de m'intéresser à l'histoire des technologies que j'utilise, ça me fait toujours plaisir d'entendre quelque chose qui intervient un peu comme un élément de contradiction de ce que moi j'appelle l'idéologie de l'innovation. Donc, mais pour essayer de suivre les règles du jeu, m'introduire un petit peu, moi j'avais pris quelques notes pour préparer tout ça. Je m'étais dit que, comme tu as dit, ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire très court. Euh, Moi, mon intérêt pour la VR, il remonte à mon adolescence. Je veux dire, je suis de 78. J'étais un joueur de jeux de rôle invétéré et un gamer, avant qu'on appelle ça comme ça. Donc, forcément, dans les magazines de jeux vidéo que je lisais quand j'étais ado, ça parlait de réalité virtuelle, ça parlait des casques, ça parlait de tout un univers qui allait se développer. En plus, je commençais à lire William Gibson, le neuromancien, le cyberpunk, enfin tous ces trucs-là. C'est pour moi, c'était, pour ainsi dire, biberonné à toute cette pop culture-là. Et puis surtout, ça parlait de cybersexe. Et quand on est ado, c'est aussi vachement intéressant. Enfin, quoi qu'il en soit, cette porte dorée qui est en train de se construire dans mon imaginaire s'est refermée sur mes doigts assez rapidement puisque la première bulle de développement industriel de la VR s'est cassée la gueule et tous ces dispositifs qui étaient là foisonnants on se retournait dans les placards ou dans les caves des commerciaux qui avaient déposé le bilan de toutes les boîtes qui se sont écroulées à ce moment-là. Du coup, ça a disparu de ma vie jusqu'en 2006 à peu près, où là, je suis tombé justement sur un de ces commerciales de la VR des années 80, Pascal Chevalier. Ce mec avec qui je collaborais sur un tout autre projet qui n'a rien à voir avec ça, m'invite à boire un verre chez lui et puis me fait découvrir sa cave remplie de casques, de tous les casques que j'avais rêvé de caresser durant mon adolescence. Du coup, s'en est suivi toujours des histoires de rencontres. Enfin voilà, là je rencontre un développeur avec qui je vais travailler plusieurs années sur le même endroit, et puis on va se retrouver à développer le projet A-Reality, qui s'appelait au tout début Augmented Reality, que j'avais appelé strictement comme la technique qui me fascinait, et que j'ai réussi à vendre sous forme de projet à Liverpool, capitale européenne de la culture. Ce projet-là, dont on passera quelques extraits, je vous enverrai quelque chose, c'est vraiment fondé, c'est vraiment un point nodal pour moi dans ma pratique d'artiste contemporaine, dans le sens où dès 2008, je me suis collé à l'élaboration, au développement physique et immatériel d'un appareil autonome, stéréoscopique, capable d'être porté par un utilisateur pour l'amener à déambuler librement dans la rue. Je reviendrai, si j'ai le temps, plus tard sur la question de pourquoi la rue. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais passer quasiment 5 ans de ma vie à travailler là-dessus. Au bout d'un an, c'est à peu près opérationnel, 1 an et demi, 2 ans. Et puis par la suite, je vais rentrer dans un protocole de travail qui va consister finalement, ce projet il se résume facilement. C'est un spectacle pour une personne. C'est qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je l'équipe avec cette machine. Il a choisi au préalable un parcours qu'il veut faire dans la ville, du quotidien, aller voir la tombe de son père, aller voir que sais-je encore. Il y a eu énormément d'expériences différentes. Et il va partir avec ce dispositif qui est
qui est pas anecdotique, hein. On parle d'un sac à dos de randonnée qui fait 9-10 kilos, d'un casque Virtual Research V6 de 92, donc qui est quand même un appareil qui fait environ 800 grammes, qui est en plus extensé de caméra à l'avant. Donc tout ça pèse, tout ça. Et ce que je vais découvrir par hasard tout de suite, c'est que toute la mythologie cyberpunk s'effondre. C'est-à-dire que quand tu mets cet appareil, tu ne deviens pas un surhomme, tu ne deviens pas un type qui voit à travers le plomb, tu deviens un bébé, tu deviens un espèce d'handicapé, de quelqu'un qui doit réapprendre ses fonctions motrices, qui doit réapprendre à se déplacer. Alors, au-delà de l'aspect comique de la chose, ça va essaimer dans mon imaginaire artistique jusqu'à aujourd'hui dans Alpha Loop, dont je parlerai après, l'idée d'une renaissance des sens, je dis plus simplement d'une renaissance corporelle, à travers l'expérience de VR, qui est, comme tu l'as rappelé, Claire, un abus de langage, puisque il vaudrait mieux parler d'XR, d'Extended Reality, qui regroupe tous les autres termes. Passons. Donc de cette expérience, voilà, va naître tout un tas d'intérêts qui étaient déjà présents. Je veux dire, en tant qu'artiste, la question du réel, de qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est, de qu'est-ce que mes sens peuvent me garantir que c'est bien là au-delà de mes sens. Ça, c'est la question de base, je pense, pour tous les artistes. Et après, des questions plus liées à la réalité, voilà, où on va me renvoyer la culture de la Beat Generation, qui, comme par hasard, est aussi celle qui a permis, enfin ça, c'est mon avis personnel, mais qui a, de mon point de vue, permis l'avènement de l'électronique personnelle. Je veux dire, c'est parce qu'il y a des types qui ont pris des acides dans des garages et qui ont vu les maps et qui ont pu dessiner des microprocesseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc je découvre la bit, la notion d'expérience artistique au sens expérientiel du terme, pas mal de choses qui m'avaient échappé sur les sciences cognitives. Enfin voilà, tout ça va vraiment en 5 ans, j'ai le temps de faire plein de choses différentes, de pas mal voyager avec ce projet. Et ça va, voilà, ça va être passionnant à plus d'une raison, je dirais. Par la suite, la boîte, elle se referme parce qu'au bout de 5 ans, on a toujours envie de faire autre chose. Et puis, je me concentre plus sur l'élaboration du collectif délétère, c'est-à-dire réussir à créer un espace qui permette à tous les gens avec qui je collabore au fil du temps d'avoir un espace refuge, d'avoir un espace de travail commun, parce qu'on a des centres d'intérêt, parce que c'est plus que des collaborateurs, parce que voilà, je travaille beaucoup sous l'idée de famille artistique. Donc voilà, je conçois ce dispositif et puis on le conçoit tous ensemble. Et je m'intéresse à d'autres choses, comme tu l'as introduit, je sais plus si c'est Gwen ou Claire, pardon, le collectif Les Dronards notamment, qui va être un truc, par exemple, que j'avais toujours voulu faire dans un reality, mais que j'avais mis de côté parce que je trouvais la chose trop usine à gaz, si vous me permettez l'expression. En l'occurrence, c'était déporter sa vision, ses perceptions à travers le truchement d'une machine à côté du corps, rester là. Donc ça croisait évidemment les expériences de sortie du corps, les retours que j'avais du public vis-à-vis des reality. Et j'avais imaginé dans la reality qu'en marchant comme ça dans la rue, harnaché, etc., on était suivi par un drone roulant. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un drone, c'est un rover, puisqu'un drone, ça vole. Et ce rover allait emporter avec lui le regard et la voix du spectateur. Donc soudainement, vous n'êtes plus dans votre corps, vous êtes à l'extérieur de votre corps, avec votre corps présent, et vous devez d'un côté développer une expérience moteur de cette situation, et de l'autre essayer de se raccrocher à la réalité, aux gens qui sont autour de vous. Voilà. Donc, ce truc va se cristalliser dans les dronards, et là, on va hériter d'un dispositif qui nous a amené à parler c'est en anglais, c'est de l'anglais, mais de non-fiction vidéo. Et ça a vraiment structuré l'idée de fictionnaliser le réel dans mes projets. C'est-à-dire d'utiliser vraiment la réalité que la caméra, quelle que soit sa forme, puisse saisir, et de la virtualiser. Au même sens que ce qu'on reproche parfois au cinéma, de dire on voit jamais les spectateurs, on voit jamais les héros aller bosser, aller pisser, aller faire tout un tas de choses.
Disons que là, le robot explorateur, ce rover qui va devenir l'objet de la fiction. Parce que les gens qu'on rencontre et les gens qu'on agrège dans notre docu-fiction, qui est un peu l'objet qui résulte des expériences de renard, sont évidemment pas prévenus et rencontrent la machine. C'est comme j'aime aussi à le dire, un shoot de science-fiction dans le réel, quoi. C'est vraiment d'un coup, vous êtes là, en train de boire le café avec votre pote, il est 8 heures du matin, puis il y a un robot qui vient taper dans votre chaise et qui vous dit c'est quoi l'humanité? Donc voilà, ça c'est un travail qui va être suivi de très très près par Pina, au point de devenir carrément l'interprète principal du robot. Dans les dernières expériences qu'on a fait, c'était Pina qui incarnait Jules, notre rover explorateur. Et pour le lier quand même au projet VR, je dirais que dans le dispositif technique de Jules, vous avez un principe de harnais que moi je porte. Je suis driver, donc j'ai de quoi piloter ma voiture téléguidée en fait. Et le comédien, en l'occurrence Pina, qui est dans la dernière mouture, est littéralement accroché à moi par un jeu de câbles et équipée elle-même d'un casque. Bon, qui en l'occurrence n'est pas un casque de VR au sens strict, mais un casque de FPV, donc de First Personal View, qu'on utilise généralement pour le pilotage de drones de vitesse. Et donc, elle est dépossédée de sa vue transmise dans le robot, qui a été articulée, tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, pour essayer de conclure, parce que je suis long, je m'excuse. Tout ça va nous ramener en 2018 à la proposition qui m'est faite par un festival en Bulgarie d'aller présenter les dronards. Et pour tout un jeu de raisons, parce que c'est un travail de langue, les dronards, et que travailler en anglais, c'était pas forcément la chose qui nous branchait. J'avais toujours dans l'idée de revenir sur l'expérience à réalité et d'y revenir parce que j'avais continué à suivre le développement industriel de l'affaire. J'avais beaucoup rigolé en voyant Oculus naître en Kickstarter, se faire avaler. Et aussi en ayant eu moi-même, parce que je rigole, mais j'ai eu le DK1, j'ai eu le DK2, j'ai eu de ce point de vue-là, ils ont réussi à vendre tous leurs bouts de plastique dans l'ordre, exactement comme ils voulaient. Mais ce qui était intéressant quand j'ai démonté le DK1, c'est que littéralement, on était sur un appareil qui n'avait absolument rien d'innovant. Je veux dire, on avait juste changé les écrans. C'est-à-dire ce qui a changé au-delà de la puissance de calcul des machines, c'est qu'on n'a plus des écrans à plasma ou des écrans cathodiques parfois qu'on avait dans les casques à l'époque. Donc, évidemment, tout de suite, j'y vois un potentiel et je me dis, oh, tiens, si je pouvais, par exemple, transférer ce casque beaucoup plus léger sur la Reality. Enfin, voilà, je suis un artiste du dispositif. Je fabrique mes dispositifs. C'est important, je pense, de le rappeler à ce stade. Finalement, voilà, va naître Alpha Loop. L'idée de faire Alpha Loop, qui vient aussi d'un court texte d'un monsieur dont le nom m'échappe. Je mettrai la référence a posteriori. Mais on était en pleine buzz sur Pokémon Go. Et ce mec-là avait écrit un texte prospectif sur Pokémon Go en disant nous sommes en 2045. Pokémon Go c'est l'anniversaire de Pokémon Go. Aujourd'hui, un nouvel espace a été agrégé aux différentes couches de la réalité. C'est cette couche d'hyper réel qui est gérée par un moteur de recherche qui s'appelle AlphaLoop et qui permet aux gens de naviguer à la manière du World Wide Web dans cette couche d'hyper-réalité à laquelle ils ont accès par le truchement de tous leurs accessoires, montres, lunettes, que sais-je encore. Et évidemment, c'est le territoire de l'advertisement, de l'entertainment, des marques à gogo. Tout le monde veut avoir son espace comme tout le monde voulait avoir son espace à l'époque sur Internet. Du coup, voilà, de cette histoire par rapport au nouveau projet, j'en ai sans doute gardé que le nom, mais c'est sous-jacent. Je pense que ça souligne tout le projet Alpha Loop. Je ne sais pas si je vous le présente maintenant ou si j'y reviens plus tard.
Mais Peut-être on va passer peut-être la parole à Pina et comme ça tu présentes ouais, après le projet plus précisément par rapport aux questions que je vais poser. Je pense que tu pourras le présenter dès la première question. avec plaisir. C'était passionnant comme d'habitude. J'adore l'idée de fictionnaliser le réel, de sortir le corps, de la dépossession du sens. Enfin, je trouve ça vraiment vertigineux comme réflexion. Alors on n'est pas dans les questions, mais sur tous les trucs, sur la post-phénoménologie, il faudra qu'on en parle. Bref, et ce côté aussi de détournement des technologies, moi je trouve ça vraiment passionnant aussi. Et juste le truc rigolo que j'ai à sortir, tu t'intéressais au cybersexe, c'est comme ça que tu t'intéressais à la VR, mais sachez que l'industrie de la porno VR, c'est ce qui fait le plus de bénéfices actuellement. Voilà. Super. Sachez-le. Sans transition, passons la parole aucune à Pina. transition. J'aime bien le côté décousu parfois. Alors, Pina, ce qui est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur la question parce que tu es assez atypique par rapport aux tables rondes auxquelles j'ai pu assister dans le cadre de festivals multiples, parce que précisément tu es performeuse, dramaturge, metteur en scène, que tu viens aussi du théâtre. Chanteuse, enfin tout ce côté spectacle vivant aussi qui t'est propre. Comment tu t'es intéressée à la VR? Bon, on a compris aussi via Adelin, mais comment toi, en tant que justement performeuse, metteur en scène, etc., tu t'intéresses à ces questions? Quelles sont les problématiques qui font sens pour toi? Alors, donc, je m'appelle Pina Wood. Comme tu l'as dit, je suis metteur en scène, performeuse et dramaturge. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'in situ, le contextuel et l'épreuve du réel. Et également les questions de réceptivité et aussi les questions d'outils. Pourquoi on utilise des outils? À quoi nous servent-ils? Comment on peut les remettre en question? Bref, comment on interroge les outils qu'on utilise, que ce soit au théâtre, dans la danse ou plus particulièrement avec le travail d'Adelin. Donc moi, je ne m'intéresse pas du tout en fait à la VR. Je ne m'intéresse pas du tout aux nouvelles technologies. Je fais partie de ces gens qui s'en fichent royalement, qui ont d'autres centres d'intérêt. Mais par contre, ce qui est passionnant, c'est de rencontrer un artiste qui a un discours sur ces pratiques-là et de l'aider, du coup, à ce que son discours soit cohérent avec ce qu'il produit. Ça m'intéresse. Donc finalement, moi, je ne m'intéresse pas à la VR, mais je suis en perpétuelle confrontation avec le discours que pose Adelin sur ces questions. Et mon travail, c'est ça, c'est de confronter en permanence Adelin. Pourquoi utilise-t-il ces outils? Quelle est la place du spectateur à l'intérieur? Quels sont le statut des images? Voilà. En gros, je le rencontre sur la question de la direction d'acteur. Mon travail, c'était de diriger quelqu'un qui utilise ces machines et de voir comment la langue sort de ces expérimentations. Et là, pour Alpha Loop, ce qui est encore plus intéressant et que tu l'as dit tout à l'heure, pour Adelin, on a un peu la terminologie techno-chaman. Bon, tiens, ça arrive à ce moment-là. Moi, je me dis que quand on utilise les mots, il faut connaître la définition des mots. Donc, mon boulot avec Adelin, c'est justement sur Alpha Loop d'aller questionner c'est quoi ce lien, peut-être fictionnel, mythologique, fantasmé, autour du chamanisme. Ça, c'est ce que j'ai travaillé avec lui. Et justement, ce qui est le plus important pour moi, c'est en quoi le travail d'Adelin sort complètement d'une écriture cinématographique. Pourquoi il va au-delà? Pourquoi le spectateur, qui est en fait finalement un performeur, devient un réalisateur, puisque du coup c'est lui qui va pouvoir cadrer dans ce travail qu'on va vous expliquer plus tard. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse dans ce travail, c'est l'épreuve du réel, profondément celle-ci. Voilà, je dirais ça. Donc chez nous, chez moi en tout cas, dans ma tête, dans mes réflexions, il y a tous les phénomènes que manipule Adelin, qui sont la diminution, l'altération, tous les phénomènes de difficulté qu'il nous propose, qui vont à l'encontre un peu des terminologies technologie augmentante. Voilà. Nous, on est plutôt dans l'altération et la diminution. Et ça m'intéresse, en fait, justement, de casser, ou en tout cas de mettre en avant la différence entre ce que lui, il façonne et ce qu'un dispositif classique de cinéma, même qui utiliserait des images 360 ou en tout cas un dispositif de VR, finalement, ne fonctionne pas en termes de sens avec nous, ce qu'on écrit et ce qu'on propose. Très bien. Peut-être alors, c'est quand même mieux pour les spectateurs là qu'on a, je ne sais pas s'ils sont toujours là, j'espère, d'expliquer alors Adelin quand même le projet parce que nous on le connaît et ça peut paraître peut-être assez abstrait, c'est les problématiques qui se posent et les enjeux autour du projet. Donc là, je crois que c'est le moment d'expliquer le projet et après je reprends la parole pour vous poser des questions un peu plus ouvertes à tous et ça va être intéressant, je pense, de confronter nos points de vue respectifs puisqu'on vient d'univers assez différents. Enfin, vous venez d'univers assez différents. Merci Adelin.
Bien sûr. Pina, n'hésite pas à m'arrêter si tu penses avoir quelque chose à ajouter. Mais très rapidement, donc Alpha Loop se conçoit comme une performance pour 6 spectateurs. L'idée, c'est d'accueillir pour 1 heure de spectacle un groupe de 6, 5 à 6 fois par jour maximum. Euh, Alpha Loop peut être vu, comment dire, l'idée d'Alpha Loop, c'est d'emmener les gens dans une fiction au sein de laquelle 2 personnages vont œuvrer à cette performance, vont les accompagner à l'intérieur. Donc, cette histoire de techno-chamanisme, elle est en lien avec une histoire qu'on se raconte dans le projet qui consiste à dire que lui, le personnage de lui, est arrivé au bout de ses recherches sur le chamanisme traditionnel et à bout de nerfs, si je puis dire, et par le jeu des rencontres, a rencontré un autre personnage, le Méta, un type extrêmement technologique, on va dire ça comme ça. Et ces deux figures antagonistes vont concevoir toutes les deux ensemble une espèce de cérémonie qui vise à interroger les spectateurs et les participants sur leur usage des techniques et sur leur contamination potentielle à un espèce je dirais, de surconsommation, quoi. Donc tout ce qui va se passer dans la performance est lié à cette idée. Alors évidemment, c'est jamais abordé frontalement, hein, c'est des choses qui sont plus fines que ça. Je digresse un instant pour reprendre Pina sur le terme de réalité altérée, qui est vraiment un terme que j'affectionne tout particulièrement. Est-ce que je réclame ou pas la paternité? C'est pas tellement important, mais pour moi, voilà, j'ai jamais vu la VR, et même encore aujourd'hui, comme un dispositif d'augmentation. Pour moi, c'est parfaitement absurde de parler d'augmentation. On augmente tous le réel de notre perception, de notre sensibilité. Euh, mais voilà, rattaché à Alpha Loop, ce qui représente le sujet du techno-chamanisme, en fait, c'est une inspiration directe des théories de Léry et de la Beat Generation, c'est-à-dire le chamanisme technologique, qui est lui une vraie pratique théorisée. Le techno-chamanisme, c'est une pratique imaginée. C'est, comme le disait aussi Pina, finalement, l'intervention de toute la macération de pop culture qu'il y a eu en moi depuis mon adolescence, et qui, à un moment donné, va jouer au chaman. Mais de fil en aiguille, en fait, en faisant le projet et en travaillant ces questions-là, ça m'a remis face à une évidence que même j'ai noté dans mon petit carnet pour pas oublier d'en parler. Euh, c'est assez incroyable comment que l'on utilise pour Alpha Loop et qu'on utilise dans toutes ces expériences de VR est un endroit technologiquement aussi insatisfaisant, mais en même temps, phénoménologiquement parlant, un outil à rêve incroyable, d'une puissance incommensurable. On arrive très rapidement dans la performance qui va consister à faire rentrer les gens dans un état, j'ose le terme de conscience altérée. C'est vraiment un outil fait pour ça. Parce que vous êtes diminué, parce que vous êtes perceptivement un peu isolé et en même temps rattaché ensemble par la voix de ce chaman qui vous parle pendant toute l'expérience. Et puis, pour moi, en tant qu'artiste, c'est de plus en plus pour moi une certitude, c'est la manière la plus, c'est un outil extrêmement aiguisé pour rentrer au cœur des gens, en fait, de les toucher vraiment dans leur intimité. Et parfois avec des choses un peu sottes, en fait, parce que, et c'est d'ailleurs là où je veux en venir, c'est que cet outil est tellement puissant que je trouve, enfin, que il est difficile à utiliser. Il est très complexe à utiliser et il est par moment pas vraiment respecté et mis à un endroit qui est l'endroit du pur consumérisme technologique contemporain et c'en est même, je pense, à ce stade où on en est rendu un des fers de lance, je veux dire, du divertissement. Voilà. C'est l'endroit où il faut aller.
il n'y a pas de contradiction possible. Mais en même temps, avec le divertissement de masse, on peut entrevoir tous les problématiques d'utilisation, etc., etc. Voilà. Finalement, je vous ai pas vraiment raconté Alpha Loop, mais on parle de ça dans Alpha Loop. Donc, on s'interroge vraiment sur 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 le rapport du public avec ces choses-là, et c'est pas pour rien qu'on met aussi tout un protocole en place d'accueil. On laisse pas partir les gens comme ça. Voilà, on a vraiment une prise en charge du public qui est importante. C'est pas des choses que j'ai découvert parce que je suis particulièrement plus intelligent que les autres, mais tout simplement parce que depuis 2008, je me cogne ces questions, et que accueillir des gens, les mettre dans de bonnes dispositions pour subir une expérience qui, bien souvent, est quand même violente, qui crée des malaises, qui machin. Voilà. Évidemment, la technologie va progresser. Évidemment qu'on bientôt on n'aura plus mal à la tête. Bien évidemment qu'on va avoir des tapis pour gesticuler et cavaler partout. Mais je crois que l'endroit de questionnement pour Pina et moi, il n'est pas là, comme vous l'aurez sans doute compris. Et du coup, je voudrais préciser, est-ce que j'ai le micro allumé, on m'entend? Je voudrais préciser pour recentrer aussi un peu sur cette conversation et passer un peu aussi la parole à d'autres personnes qui ont d'autres pratiques, parce qu'on est sur une question de cinéma, en fait. Ce débat venait poser cette question-là, et j'ai entendu Jérémy parler justement de continuité de l'expérience cinéma avec ces dispositifs de VR. Donc, je voudrais prendre la parole par rapport à ça. C'est que dans le travail d'Alpha Loop, je ne sais pas si vous avez bien compris, en fait, les gens sont équipés de casques VR, qui sont des petits téléphones, qui permettent effectivement de leur envoyer du contenu, donc des images de synthèse, parfaitement de synthèse, mais la plupart des images, donc 70% des images, en fait, ce sont juste des images de la réalité filmée. Et constamment, quand on va envoyer aux spectateurs des images qui sont complètement virtuelles, il y a pour nous quand même un enjeu politique à chaque fois, c'est de dire que ces images ont un statut pervers. Nous, les images, on les utilise dans une manipulation totale du spectateur qui finalement le coupe de son expérience personnelle et de l'idée qu'on a qu'il doit se faire sa propre idée, qu'il doit se faire son propre imaginaire, qu'il doit évoluer dans l'espace puisqu'il se balade, il avance avec nos casques. Donc finalement, le contenu des images chez nous, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient juste de la réalité filmée et à la fois les preuves du contexte, sont à égalité. Donc on n'est pas juste en train de travailler sur une narration et sur l'esthétique des images et blablabla. Ce qui nous intéresse par ailleurs, c'est comment le spectateur va avancer, déambuler, respirer, mettre en action ses muscles. Où va-t-il aller dans son mental ensuite quand on a une expérience post? Donc on discute avec les gens après. Voilà, le contexte est une partie égale pour nous, à égalité avec le statut des images, l'esthétique, ce qu'on envoie dans les casques, blablabla. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire. Merci Pina. Merci Pina. Je vais peut-être, du coup, pour ouvrir le débat, puisqu'on avait positionné la thématique autour de est-ce que c'est une extension du cinéma, est-ce que c'est un nouveau médium, puisque tu me permets de faire cette transition. Est-ce que finalement la VR peut définir un nouveau territoire esthétique assez inédit? Donc, c'est ces questions qu'on va pouvoir aborder, me semble, ici avec des points de vue différents. C'est évident que de toute façon, ces dispositifs questionnent la plupart des éléments constitutifs du cinéma, du film en tout cas plutôt, le scénario, le découpage, le cadrage, le point de vue, le montage, enfin ça questionne vraiment tous ces aspects-là. Et les modalités de réception, puisqu'on n'est plus vraiment dans une expérience collective passive, en tout cas pour la majorité des projets, même si il y a des expériences collectives. Donc ça me paraît aussi intéressant à discuter. On voit que ces projets VR sont accueillis dans des festivals de cinéma ou dans des festivals dédiés comme New Images. Donc ça donne aussi une certaine légitimation à ces formes. Et donc on va se poser cette question-là. Et enfin, je voulais mettre l'accent sur le fait que des groupes audiovisuels comme France Télé, Arte s'intéressent à ces formes puisqu'elles ont financé des projets VR, ou 360 plutôt. Et enfin, c'est ce que je voudrais poser à Jérémy comme question. Le CNC finance ce type de production, notamment via son fonds d'aide aux expériences numériques. Et je trouve ça assez étonnant la façon dont ils positionnent ces œuvres-là, puisqu'ils disent que ce sont des œuvres audiovisuelles innovantes, fondées sur une démarche de création interactive et ou immersive,
des œuvres hybrides, je cite, hein, et transdisciplinaires qui se situent principalement au point de rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu penses de cette proposition du CNC de cibler les œuvres qui sont à ce point de rencontre-là? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on peut faire coïncider cette double logique du jeu vidéo et du cinéma dans la VR? D'abord, il faut préciser que ça a du sens pour le CNC. C'est-à-dire que ça n'a pas du sens en soi. Ça a du sens pour le CNC puisque le CNC est le Centre national du cinéma et des images animées. Donc, évidemment, c'est la manière dont le CNC interprète ces technologies. Ça omet évidemment toute autre forme culturelle, du théâtre ou des formes performatives, à la photographie, voire à la littérature, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer une nouvelle forme de littérature avec la réalité virtuelle. Donc c'est forcément excluant comme définition, mais ce n'est pas une définition de dictionnaire, c'est une définition d'institution. Et du coup, quand toi, tu produis un projet comme Accuse, pourquoi choisir la réalité virtuelle? Alors là, on va parler d'un cas particulier. Je vais y revenir, mais je voulais juste Oui, bien sûr. ajouter un point, c'est que en réalité, c'est propre à toutes les formes culturelles. J'étais assez intéressé d'écouter Adelin et Pina parler de leur pratique, mais c'est propre à toutes les formes culturelles de rejoindre l'espace qui la finance le plus. Les formes culturelles sont forcément définies, et ça, on peut s'en plaindre évidemment, mais elles sont forcément définies par des capacités industrielles. Et pour la réalité virtuelle, en définitive, ça n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que celle qui la finance de manière la plus importante, c'est évidemment pas le théâtre, c'est évidemment pas la photo, évidemment pas la littérature, évidemment pas la réalité virtuelle en tant que telle. Mais c'est le secteur de l'audiovisuel qui a été le premier à la financer, qui a les capacités de financement les plus importantes, qui, par ses prérogatives en termes d'innovation, s'est engouffré sur ce terrain-là. Et de fait, ça définit une certaine forme de réalité virtuelle. Mais tu vois, par exemple, quand je remets ma casquette de directeur artistique de festival, eh ben, j'écoute avec grande attention Adelin qui était venu me présenter Alpha Loop et qu'on avait essayé de programmer, mais qu'on n'avait malheureusement pas pu programmer. Mais on renouvellera ces essais. La réalité virtuelle, c'est une technologie, mais en fait, c'est un mode d'accès du public à des émotions et il ne faut surtout pas l'enfermer dans une forme particulière. Après, moi, c'est vrai que dans ma pratique en tant que producteur, je viens du milieu de l'audiovisuel, je connais bien ce secteur-là et je vais aller chercher des financements de ce côté-là. Voilà. Pour parler de Accuse Number 2, en réalité, la raison pour laquelle on a voulu faire ce projet en réalité virtuelle, c'est que c'est un projet qui s'est fait à partir des sources audio du procès Rivonia. Donc, Accuse Number 2 raconte enfin, fait le portrait d'un des accusés du procès Rivonia, qui est donc le procès de Nelson Mandela, enfin, qu'on retient en dehors d'Afrique du Sud comme étant celui de Nelson Mandela. En réalité, il y avait 10 autres accusés au sein de ce procès, et on raconte l'histoire de l'accusé numéro 2, qui était donc Walter Sisulu, qui est le bras droit de Mandela, qui en Occident est tout à fait ignoré, mais qui en définitive a été une personne absolument centrale dans le dispositif Mandela, il a été le mentor de Mandela, c'est lui qui le repère et qui le fait rentrer à l'ANC, et il a été l'éminence grise de Mandela tout au long de sa vie, puisqu'il l'a conseillé à la fois dans le temps où ils étaient clandestins, mais aussi par la suite à la sortie de prison, et enfin, même pendant la prison, à la sortie de prison. Il n'a pas eu de fonction politique majeure au moment où Mandela prend la gouvernance de l'Afrique du Sud, mais il a toujours été autour de Mandela. Et en fait, l'INA a digitalisé pour le compte de l'Afrique du Sud tout le procès Rivonia. Le procès n'a pas été filmé, mais il a été enregistré sur des supports audio.
Et on a eu la chance de tomber sur ces supports audio très tôt et d'être complètement émerveillé par ces témoins, euh, témoins d'histoires majeures, avec des voix enregistrées sur ces supports audio un peu vieillis, donc avec une poésie incroyable et avec une sincérité et une éloquence qui nous ont beaucoup touchés. Et du coup, on a écouté ces voix et il s'agissait de leur donner le plus grand espace possible à ces voix. Et du coup, ça nous a tout de suite conduit vers la réalité virtuelle. Enfin, réalité virtuelle, en tout cas, espace à 360 degrés, voilà, pour se plonger à la fois de manière sphérique, mais aussi en proximité dans ces voix impressionnantes. Et pour leur donner toute leur saveur, on a travaillé avec un dessinateur de grand talent qui s'appelle Ourde, qui a fait l'animation à 360 degrés avec son équipe, qui a fait l'animation en respectant justement le primat de la voix sur l'image, donc en étant assez économe sur toutes les animations, et à la fois en couleur d'ailleurs et en mouvement, puisque le film est en noir et blanc, et donc on essaye de privilégier l'attention du public sur ces voix d'origine. C'est pour ça que, enfin, c'est comme ça qu'on, dans ce projet-là, comme ça qu'on a utilisé la réalité virtuelle. Call accused number 2, Walter Sisulu. My political views are inspired by the desire to achieve national emancipation for the African people from European domination and oppression. And have you suffered? I have suffered. I have been house arrested. I've been detained. They arrested my wife. They arrested my son. Yes. That is indiscriminate. If there's a man who has been persecuted, it's myself. Yes. I know the position in this country. Yes, you do. I wish you were in a position of analysis. C'est vrai que le minimalisme de Accused me paraît extrêmement intéressant pour se concentrer sur la voix, vraiment. Donc, c'était assez adapté. J'avais une question quand même à poser à Jérémy, c'était en termes d'installation, c'est-à-dire ce dont parle Adelin beaucoup, c'est d'installer l'utilisateur dans le contexte avant même qu'il puisse être spectateur de l'œuvre, etc. Est-ce que tu es confronté dans tes choix aussi à faire ce travail-là, c'est-à-dire un travail de préparation par rapport à l'installation et puis même de la fin de l'installation, de la fin du visionnage voilà. Est-ce que ça t'arrive aussi de produire ce type de projet Alors, ouais, c'est une question intéressante. Alors moi, ça m'intéresse moins, mais c'est uniquement un jugement personnel, je ne l'établirai pas comme loi, mais ça m'intéresse moins dans le sens où je suis convaincu que finalement, il y a un quatrième mur quand même. C'est-à-dire que le public est tout à fait conscient de ces espaces de représentation. Et en définitive, là où on est un peu chanceux, c'est qu'on est comme au début du cinéma, c'est-à-dire qu'on est avec un public qui est encore émerveillé. Mais je suis absolument certain que plus ces formes seront appropriées, moins le public sera émerveillé. Donc, moi, je suis assez partisan de plonger immédiatement le spectateur dans l'œuvre. Peut-être qu'Adelin me dira qu'en définitive, toute la phase de préparation est déjà du ressort de l'œuvre, mais en tout cas, moi, mon travail vise à les plonger directement dans la narration et à être très fermement convaincu qu'il est conscient de ce quatrième mur, mais qu'on joue un peu avec. Voilà. Je t'attraperai la balle au bon, Jérémy, si vous me le permettez, juste parce que je trouve ça très intéressant que tu viens de dire, notamment sur
la nécessité ou pas de la contextualisation, et puis surtout, par-dessus tout, le fait que le public est un public tendre, parce qu'il est découvreur de ça, il n'est pas consommateur. Et donc on a aussi, et on est très chanceux, toute la sphère des gens qui travaillons à quelques postes que ce soit dans la VR aujourd'hui, c'est que c'est le Far West absolu. Et qu'il y a une très grande liberté qu'on retrouvera sans doute pas, mais je suis loin d'être un expert, en tout cas du côté prod, dans le cinéma, où c'est quand même beaucoup plus cadré. J'ai l'impression qu'il y a, en tout cas dans un certain cinéma, pour moi, c'est dans ma posture d'artiste, c'est très jouissif parce qu'on peut tout se permettre et on peut tout essayer. C'est le moment. On a même envie de dire c'est le moment. Il serait temps. Voilà. Mais Adelin, j'ai une question par rapport au CNC justement et Oui. à l'aide aux expériences numériques. Est-ce que toi, pour le financement de tes œuvres, tu as cette subvention, par exemple? Est-ce que CNC, Alors, non, non, le CNC, le DICRAM me soutient. Donc moi, je suis identifié comme artiste multimédia au sens institutionnel du terme. Donc en effet, sur différentes créations, j'ai été suivi par le DICRAM qui m'a toujours accompagné dans mes projets. J'ai cette chance-là. Pour autant, quand on a produit Alpha Loop avec Meryl Messaoudi, ma productrice de CrossLab, on coproduit la chose ensemble. On a essayé de faire un pas, alors pas vers le CNC, par un jeu de rencontre. On était allé voir la bourse Brouillon de rêve. Alors, ça ne dépend pas du CNC. Hein. Non, Pardon? La la SCAM. Oui, c'est la SCAM. Sur la partie, parce qu'ils avaient un appel qui était vraiment innovant, mais sur le CNC, ça m'est même, pour être tout à fait honnête, jamais venu à l'idée. On va aller à l'os du truc et enlever tout de suite une question. Aujourd'hui, un projet comme Alpha Loop, qui agrège au bout du bout 5 personnes pendant plusieurs mois, avec des phases de travail à l'étranger, avec des répétitions, avec de la machinerie, et pas des moindres, parce qu'il y a quand même 6 gears modifiés, avec tout ce que vous voulez. On est sur un budget qui tourne autour des 55 000 euros. Donc, il est bien évident que ça, c'est mon économie. Ça, j'ai des fois fait plus, souvent fait moins, mais j'ai rarement passé le plafond d'un projet à 70 000 euros. Je rentre un peu dans le dur de cette chose-là parce que il me semble, mais j'adorerais être contredit, que voilà, les exigences du CNC, les montants et la machinerie, en fait, moi, me dépassent à cet endroit-là. Et en l'occurrence, je tricherai pas en disant que, enfin, j'avancerai pas des choses. Meryl, qui produit de l'art numérique, n'est pas armé de son propre aveu pour se coltiner ce genre de montage de prod. Et puis bon, au final, j'aurais envie de dire, voilà, après, un projet, il se fait dans une certaine économie. Aujourd'hui, ce projet, il tourne. On arrive tous à en vivre et c'est essentiel. Mais c'est vrai que là, voilà, je m'attaque à la production de mon nouveau projet qui est un préquel d'Alpha Loop et qui va être un film en VR, linéaire, donc non interactif, si tant est que tout film VR soit pas interactif au sens du regard du spectateur, qui est déjà une forme d'interaction. Et il va falloir qu'on s'y colle. Donc, je serais ravi de vous entendre, surtout Gwenaël et Jérémy, sur ces questions de CNC et de voilà, là, quand on voit qu'ils resserrent aux jeux vidéo et à l'expérience VR, ça fait, enfin, pour un mec comme moi, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Voilà. Oui, mais non, mais ça, je peux rebondir tout de suite parce Oui, que bien sûr, allez-y. Je vous laisse faire tout seul, c'est merveilleux. je peux rebondir tout de suite parce que il se trouve que alors je précise aussi que donc on a fondé il y a quelques années une association qui s'appelle TXN, qui donc en mot entier veut dire producteur d'expériences numériques et qui regroupe toutes les sociétés, enfin toutes, beaucoup des sociétés de production en France qui s'intéressent à ces narrations immersives, excuse-moi Claire, immersives au sens large.
Et du coup, où on est très très en lien avec ces institutions, donc notamment à les aider enfin à les aider, en tout cas à être les interlocuteurs pour qu'ils puissent mieux définir leur dispositif de soutien. Finalement, la petite frontière qu'on peut établir et la raison pour laquelle Adeline, tu auras certainement des difficultés à aller à cette aide-là, qui est donc l'aide d'expérience numérique, c'est celle qui finalement nous différencie un peu, c'est-à-dire très expérientielle ou alors plus narrative. Voilà. Et en fait, le fonds d'expérience numérique est essentiellement narratif, là où le fonds d'ICREAM, donc celui que tu citais aussi, est plus expérientiel, plus destiné à soutenir les artistes multimédia. Donc forcément, tu auras plus de facilité à avoir le DICREM qu'à avoir l'expérience numérique avec le projet Alpha Loop. Après, évidemment, il y a d'autres projets. Mais... En l'occurrence, voilà, c'est justement pour ça que la production enfin, c'est pour ça qu'on s'attaque à cette idée de réaliser un film en VR linéaire, narratif, qui va contextualiser la raison de pourquoi ces deux personnages de l'expérience Alpha Loop se sont rencontrés et par là même construire une œuvre transmédia qui se fabrique à partir de plusieurs objets, vise d'un certain côté, c'est évidemment pas le cœur de ma recherche, qu'on s'entende bien, mais à me confronter à ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, mais c'est peut-être déjà un peu clair, quand je parlais de la responsabilité qu'on doit avoir avec ces outils-là, pour moi, c'est en tant qu'auteur, et c'est important d'être sur ces endroits-là à défendre un point de vue sans être limité par la forme qui peut ou pas rentrer dans les cases de telle ou telle institution. Et pareil, je vais être très, très clair, c'est le format film VR qu'on s'apprête à développer cette année avec une sortie, on l'espère, pour 2021, qui se fera sans doute pas avec l'économie d'un film tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel que toi tu en produis sans doute, vise à se présenter comme un objet attrapable pour ces marchés-là. Pour faire le vendeur de yaourt 2 secondes et pour perdre les 4 spectateurs qui nous restaient encore. Donc, est-ce que ça veut dire finalement qu'on formate ces projets pour pouvoir bénéficier de ce type d'aide? Est-ce qu'on formate toujours son écriture? Est-ce qu'on est-ce qu'on s'auto-censure? Excuse-moi, Adeline, je t'en prie, bien sûr. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'économie culturelle définit le genre culturel. Ça a toujours été comme ça et voilà. Le propre des artistes, c'est d'essayer justement de continuer à lutter contre cette unicité et donc à proposer des formes plus plurielles, mais avec les difficultés qui vont avec. Mais est-ce que, bon, ça c'est la question qu'on pose à chaque fois, est-ce qu'il y a un réel modèle économique par rapport à la VR? Oui. Enfin, moi, par exemple, j'en vis. Donc, et je ne suis pas le seul. Donc, oui, il y a un modèle économique, c'est sûr. Il y a des financements qui sont investis par les chaînes de télévision. Il y a le CNC. Alors, ça dépend ce qu'on appelle modèle économique d'ailleurs, parce que en un sens. Comment on finance? Enfin, est-ce qu'on peut financer ces formes? Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ces formes? C'est un peu ça. Voilà. Alors ça oui. Après, un modèle économique, je ne sais pas, parce que comme c'est très, très largement financé par les pouvoirs publics, qu'ils soient chaînes publiques ou institutions de soutien, on peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment un modèle économique. Mais c'est valable aussi bien pour la réalité virtuelle que pour le documentaire ou d'autres formes compliquées à financer. Mais en tout cas, on peut en vivre. Donc, on va peut-être poser… Oui, pardon, Gwen, tu voulais intervenir, n'hésite pas. Non, je voulais juste parler un petit peu d'une évolution que peut-être que je me trompe, mais j'ai cru, justement, c'est pour ça que je parlais d'installation aussi. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, là, ces dernières années, enfin, cette dernière année, 2 dernières années, qu'on évoluait vers… en même temps, du fait de produire une œuvre, on doit produire aussi la diffusion de cette œuvre, c'est-à-dire qu'on est en même temps producteur et distributeur, en quelque sorte, puisque dans ce qui nous est demandé, c'est de quelle manière vous voyez la diffusion de votre œuvre d'un
d'un point de vue assez basique, c'est-à-dire domestique ou plateforme télé ou autre, mais, ou Oculus, etc. Mais aussi, je reviens à l'installation et j'ai l'impression que de plus en plus, on nous demande aussi de créer la diffusion dans les lieux publics pour être aidé. Ça devient de plus en plus comment dire, une demande première et impérative. Est-ce que tu as ressenti ça, Jérémy, toi, dans... Alors je le relativiserai un peu, mais c'est sûr que jusqu'au confinement, une des formes privilégiées de diffusion de la réalité virtuelle, en tout cas pour euh, l'espace de marché qui s'était constitué autour de la réalité virtuelle, était assez proche de ce qu'on appelle le LBE, donc Location Based Experience, donc des expériences qui se font à l'intérieur d'un espace euh, donné, ou tout ce qui relève de la muséographie, donc les programmes qui sont diffusés dans les musées. Donc c'est sûr que par exemple avec Number 2, on a produit autour du film en réalité virtuelle une exposition, et donc on a diffusé cette exposition globale au sein du musée de l'apartheid, avec un intérêt du coup du point de vue du spectateur, qui est que c'est un cadre de visionnage tout à fait satisfaisant, contrairement à ce que ça peut être à domicile, puisque on n'est pas équipé, on n'est pas forcément focalisé en termes d'intérêt sur le film en lui-même, etc., etc. Donc il y a une réceptivité très forte sur ces lieux d'expérience. Et du coup, on a eu tendance à privilégier un petit peu ce terrain-là, et donc à demander aux producteurs de garantir effectivement quelque chose qui relève de la distribution, donc de garantir la bonne diffusion dans ces lieux-là des programmes qui étaient aidés et soutenus. Ouais. À une ligne budgétaire sur le budget du film. Éventuellement, ouais. C'est aussi un enjeu pour les chaînes qui diffusent, puisque comme jusqu'à présent les films n'étaient pas, on supposait que les taux d'équipement des ménages étaient faibles en termes de casques et que les films étaient peu vus en ligne, enfin, ou en tout cas sur les plateformes numériques d'accès individuel. Les chaînes demandaient qu'il y ait un effort fait par le producteur pour que ces projets soient vus. Ça relève quand même aussi de la bonne utilisation des données publiques pour quand on finance des projets de ce type, qu'ils soient au moins vus par des spectateurs. Après, ce qui a un peu changé, et la raison pour laquelle je relativiserai un peu, c'est que d'abord le taux de progression des casques a fortement augmenté ces 3 dernières années. Ça veut dire qu'il y a quand même de plus en plus de casques en circulation. Et d'autre part, le confinement a évidemment complètement chamboulé un peu l'équilibre qui était celui que je viens de décrire, c'est-à-dire qui était plus favorable aux espaces réels et moins favorable aux espaces digitaux. Et là, le confinement a un peu remis en question ces équilibres. Et du coup, il y a un très fort engouement là de programmes qui peuvent être, dont on peut faire l'expérience de manière individuelle. Il faut savoir quand même qu'il devrait y avoir 8 500 000 casques vendus en 2019. Il n'y a pas les statistiques, je ne vais pas récupérer les dernières statistiques, mais on était autour de ces valeurs d'échelle. Essentiellement casques Quest, et que rien qu'en France, il y en avait 540 000, avec des taux de progression attendus qui sont assez élevés. Donc à partir du moment où il y a un équipement des ménages qui est important, soit on se dit c'est un peu comme le volant de simulation de voiture de course qui est resté au garage après avoir été utilisé, soit on se dit c'est quand même une forme qui apporte suffisamment d'émotion pour qu'elle puisse être assez pérenne, et que les catalogues en place approvisionnent les spectateurs de manière assez régulière. Et donc, c'est un usage qui s'installe dans la durée. Mais ça, on ne peut pas dire ce dont l'avenir sera constitué, mais en tout cas, c'est vrai que sur le marché, il y a eu un rééquilibrage entre les deux usages. Et donc, on est un peu moins, enfin, en fonction de là où on voudrait, enfin, en fonction des projets, en fait, parce que par exemple, un projet très documentaire a plutôt intérêt à aller chercher du côté de l'exploitation réelle pour aller chercher les musées, les compléments d'information autour des films.
Et forcément, en ligne, ce sera un peu moins demandé. Et un projet plus divertissement ou jeu, plutôt intérêt à aller du côté des plateformes en ligne et donc moins sur l'installatif. Et ça rentre énormément dans le processus de création, en fait, la diffusion. C'est ça qui est intéressant et qui est assez rare, en fait, Oui, tout à fait. Et alors, pour apporter un tout petit complément d'info, il n'y a pas de distributeur spécialisé, enfin, ou en tout cas, il n'y en avait pas en réalité virtuelle, mais maintenant, il y en a quelques-uns qui se sont saisis de ces formes et qui se sont saisis aussi des formes installatives. Donc, Reprends la main parce que c'est moi qui modère. Non, je rigole. Parce que je laisse la parole à des gens du public. Parce que Mathias nous pose une question extrêmement intéressante. Je cite donc Mathias. Il dit « Une diffusion plus large de la VR n'anéantirait-elle pas automatiquement son potentiel subversif ? Le cas échéant, quel lieu pourrait accueillir cette diffusion ? Cinéma, théâtre, médiathèque, salle dédiée ?» Merci Mathias pour la question. Qui veut répondre ? Ouais, merci. Moi, je veux bien essayer. Donc, peut-être Pina, si elle est toujours là, elle est frisée chez moi. Non, j'avais repéré la question, justement, je préparais un rebond. Ah, Vas-y, super. Super. Pour moi, je pense pas. Je suis pas très inquiet. Je suis pas très inquiet de ça parce que je veux dire, même à l'échelle du cinéma, voilà, le cinéma indépendant existe. Il y aura toujours des formes grand public et des formes plus exigeantes. Donc, le fait que la VR se démocratise, pour moi, c'est pas du tout un problème. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus un problème, c'est le fait que, contrairement au premier boom de la VR, ce second boom se fait avec un contrôle total des fabricants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SDK, des Oculus, on est complètement soumis aux fabricants. On ne peut pas bouger une oreille sans qu'ils soient au courant, mais au-delà qu'ils soient au courant, en fait, il y a des fonctions des appareils qu'on nous vend qui sont pas accessibles. Exemple, le Quest aujourd'hui, qui est doté de 4 caméras qui permettent un tracking multimodal, ça, on n'a pas le droit de s'en servir, ou pas exactement. Enfin, en tout cas, il faut envoyer une lettre à Facebook et compagnie. Enfin, et ça, pour moi, c'est beaucoup plus questionnant sur l'avenir du secteur qui, comme le disait très bien Jérémy, voilà, attend de regarder si monsieur et madame tout le monde ont acheté assez de casques pour qu'on puisse se lancer dans des prods ambitieuses, voilà, des histoires d'arithmétique qui sont bien compréhensibles. Voilà, ça se fera. Est-ce que ça se fera? Dans quelle mesure on peut garantir la liberté de création aux auteurs dans ce champ-là, dans ce médium-là? C'est beaucoup plus questionnable, mais ce sera pas à l'endroit de la démocratisation des appareils, ce sera à l'endroit du contrôle ou pas que mettront les industriels et les fabricants sur ces trucs-là, de mon point de vue. Et également, je voudrais rebondir, parce que cette question, elle m'a beaucoup intéressée. Là, je méditais dessus. Mathias, merci pour cette question super. Moi, justement, j'ai quand même une crainte, si je dois la verbaliser ici. Moi, j'ai la crainte de l'uniformisation du discours, en fait, lié à la technique de la VR. Pour moi, la VR, c'est pas un langage, c'est un alphabet. Et avec cet alphabet-là, on construit un discours, en fait. La seule crainte, c'est justement que l'institution nivelle, en fait, les possibilités de discours, nivelle nos manières de pouvoir discuter avec. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant en tant qu'artiste aussi, et en tant que dramaturge, c'est qu'on permette en fait la multiplicité des discours et qu'on permette et qu'on donne la visibilité à des projets qui, avant même de produire un discours, questionnent. Donc moi, mon rêve, c'est de voir des festivals ou de voir des lieux, pas forcément d'ailleurs dédiés à l'image. On a aussi l'espace public qui se fiche un peu des médiums et qui est plutôt sur la posture, et j'en parlerai juste après. Ouais, voilà, des festivals qui montrent des choses où il y a un discours, qui montrent des choses où il y a une narration, qui montrent des choses où c'est expérimental. Enfin voilà, je pense que c'est aussi de la responsabilité des gens qui programment en fait les artistes et finalement de ce qu'ils montrent du questionnement actuel. Pour moi, un programmateur de festival, c'est ça. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, est capable de nous montrer une image de la société sur qu'est-ce qu'elle est en train de penser, comment elle réfléchit ses outils, et blablabla. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est quand je vois des festivals où, finalement, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, il n'y a pas de pensée, en fait. Il y a juste des objets qui circulent, qui sont plus ou moins bons. Et finalement, en globalité du festival, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu là? En fait, j'ai vu plein d'objets artistiques, bon, chouette, intéressant, mais qu'est-ce que ça dit de la pratique? Moi, j'appelle
voilà, j'ai plutôt des questionnements pour les programmateurs, en fait. Comment est construit leur festival? À quoi sert de monter un festival aujourd'hui? Pourquoi on se réunit autour d'une pratique? Et comment on écrit, en fait, une programmation? Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Et pour répondre encore à Mathias, et à ce truc où on parle vachement de l'audiovisuel et tout, moi, je viens des arts de la rue. Et les arts de la rue, aujourd'hui, espace public. Je ne suis pas une artiste d'art de la rue, je suis une artiste de l'espace public. Dans l'espace public, il n'y a pas de médium dominant. Il n'y a pas forcément le théâtre ou la danse. Il y a plein de pratiques très différentes et on vient questionner la posture. Dans les arts de la rue, en général, dans l'art en espace public, il y a le contexte et également comment l'œuvre peut elle aussi faire médiation. Ce qui n'a pas été encore discuté autour de cette table. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le spectateur reçoit le travail. Au-delà de ce qu'il reçoit, comment? Et je pense que c'est ce qui va faire la différence entre différents événements. Voilà. Alors, le soin apporté à la réceptivité. Pardon, avant de poser la question de David, je n'ai pas oublié, David, je vais poser ta question, ou votre question. Je voudrais revenir quand même sur l'expérience d'Alpha Loop qui se produit dans l'espace public. Et qu'est-ce que précisément cette expérience dans l'espace public, qui est quand même très singulière, produit? Je ne sais pas si Pina ou… Je vais commencer, mais Adeline va continuer. Commence. Vas-y. J'étais vraiment sur l'idée de réceptivité, donc ça suffit, mais toi, tu auras autre chose. Chez nous, dans ce travail-là, le spectateur devient performeur et devient aussi visible des passants informels dans l'espace public. Dans une salle de cinéma, tu es dans la salle de cinéma, tu mets ton casque, personne ne te voit finalement, il y a quelque chose de protégé. Dans l'espace public, on est vu. Ce qui veut dire que moi aussi, mon travail, c'est qu'Adeline doit absolument être conscient de dans quelle posture, dans quelle dynamique physique, à quel endroit de la rue il passe et comment il fait aussi image avec ça. Il y a 3 spectateurs en fait chez nous. Et c'est peut-être aussi la différence au-delà de l'épreuve matérielle, le sol, le vent, la chaleur, la vraie épreuve sensorielle. Il y a aussi une dimension où le spectateur devient performeur et est visible par les passants. Et ça, c'est intéressant, ça donne aussi une dimension picturale au travail et une dimension de mise en scène dans l'espace public. C'est aussi, très proche des installations interactives en art où à la fois le spectateur agit et aussi les spectateurs qui ne participent pas font partie de cette expérience. Donc, oui. ça me paraît vraiment intéressant. Il y a une intrusion des corps qui sont équipés, donc appareillés, donc mis en scène finalement. Il y a une intrusion de ces corps-là dans l'espace public. Et ça, c'est un petit détail qui a son importance. Adeline, tu voulais rebondir? Oui, pour prolonger, mais Pina l'a très bien dit, mais avec mes propres mots et encore une fois rapidement, je pense que ça fait longtemps que je m'intéresse à l'espace public comme espace de jeu, au-delà même d'Alpha Loop, dans la mesure où pour moi c'est l'espace, c'est encore l'espace où les tribus cohabitent. Donc en tant qu'artiste, producteur d'un langage alternatif, c'est pour moi l'endroit de prédilection parce que c'est l'endroit où je peux dialoguer avec des différentes couches de la société en fait. Donc mes projets jusqu'à présent sont toujours tournés vers l'espace public parce que là, ça me le garantit absolument pas, mais je nourris l'espoir que c'est à cet endroit-là que mon travail sera le plus vu et le plus discuté, parce que le but c'est pas d'être, bien sûr que le but c'est d'être compris, mais le but c'est de générer aussi une parole et une pensée. Et quand on jette, comme le disait Pina, 6 types ou demoiselles d'ailleurs, casqués, harnachés, précédés d'un espèce de satire en costard qui leur parle et tout le monde se demande ce qui se passe, etc., etc. Cette figure, elle renvoie quand même. On a 6 personnes casquées avec des téléphones portables qui marchent comme des zombies, avec un type harnaché derrière en noir qui pousse sur des boutons et un type devant. Ça raconte quelque chose. Et on a beaucoup travaillé avec Pina sur l'écart, le paradoxe entre cette figure extrêmement, enfin, pour ainsi dire, traumatisante pour le spectateur non convoqué, celui qui est au bar, qui voit d'un coup ce truc passer et se dit mon Dieu, mais c'est ça vers quoi on va, et les personnes qui sont dedans au même moment, qui vivent une envolée en fait. Donc, et c'est à peu près le résumé de mon sentiment intérieur en fait, c'est que je suis à la fois fasciné et terrorisé par les nouvelles technologies. C'est pour ça que je m'y colle en fait. C'est pour ça que je m'y colle comme ça. Et qu'il y a un discours réflectif. Finalement, en fait, on parle de cette pratique, on parle de l'utilisation des outils dans beaucoup de projets d'Adeline aussi. Voilà. Oui, c'est ce questionnement des outils qui me paraît extrêmement intéressant. Je pose la question de David, sans transition.
qui tue, la question qui tue. Est-ce que l'un des modèles économiques des projets VR pourrait venir plutôt des plateformes comme Netflix, Amazon dans l'élaboration de catalogues de films VR? Je pense qu'ils pensent aussi au projet Bandersnatch qui avait été fait en interactif par Netflix peut-être. Donc, qui veut répondre à ça? Peut-être Jérémy ou Gwenaël? Oui, moi je peux répondre si vous voulez. Euh, alors, Bandersnatch, juste pour rebondir, donc, qui était une œuvre interactive sur téléphone mobile autour de Black Mirror, donc d'une propriété intellectuelle très, très, très identifiée. Et quasiment le seul, enfin, ils ont fait 3 projets en gros interactifs. Ils ont fait deux projets jeunesse et donc un projet Bandersnatch pour une cible adulte. Et c'est absolument les seuls projets en termes d'innovation que Netflix a fait, mais il faut tout de suite couper court à cet imaginaire, c'est que Netflix et Amazon sont des mass médias, mais pas au sens TF1, ce sont des mass médias internationaux. Donc, en fait, la seule chose qu'ils recherchent, c'est ce qui réunit le plus de spectateurs possible. Donc, autant vous dire que c'est pas la réalité virtuelle. C'est mort pour la VR. Alors, et paradoxalement, Amazon avait, au tout début, donc en 2015 ou 2016, avait lancé un département VR, mais ils l'ont fermé très très rapidement. Comme Facebook a fermé son Oculus Studio Story qui produisait quand même des projets extrêmement intéressants. Ouais, alors c'est un peu différent. Parce qu'eux veulent vendre des casques puisqu'ils développent eux, ils vont plus du tout dans l'artistique, mais dans l'aspect social. La Oui, réalité virtuelle en VR social avec Spaces et je sais plus, Horizon, leur dernier truc. oui, mais là c'est un peu différent. Alors, pour Facebook, c'est pas la même histoire. Facebook a racheté Oculus donc en 2012 et donc ils veulent vendre des casques. Donc quand ils montent Oculus Studio, en fait, ils veulent créer du catalogue pour qu'il y ait en face des gens qui achètent des casques. Mais jusque-là, il y avait une dimension un peu artistique, alors que là, on n'est plus dans ça. Hein. C'est Tout à fait, dépassé. mais en fait, ils ont considéré que le marché était suffisamment mature pour qu'ils n'aient plus besoin de financer des contenus puisqu'on leur en apportait et que donc et des contenus suffisamment qualitatifs pour qu'ils puissent continuer à vendre des casques. Donc, ils ont arrêté d'investir dans les contenus. Enfin, en fait, ils continuent à investir dans les contenus, hein, faut savoir quand même. Sachant aussi d'ailleurs que au passage quand même, moi ça fait voilà, j'ai eu dans les mains, je pense 30 ans d'histoire de la VR sous forme de casque. Quand on voit, quand on achète l'Oculus Quest, c'est vraiment pas pour faire de la retape à Facebook, mais on est sur un objet qui est où tu sens très bien qu'il y a eu un billet qui a été mis beaucoup plus fort que jamais jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on est sur un appareil qui est quand même très bien foutu, très bien fini et très agréable. Moi, c'est ce qui m'a choqué. C'est la première fois en fait que je parle souvent de mon inquiétude pour le futur de la VR et quand on voit ce qui se passe avec les smartphones, on peut très bien se dire que la VR va rendre les gens encore plus cons. Mais là, on est sur un appareil qui est là j'ai eu un peu la frousse. Je me suis dit waouh. Là, ils rigolent plus, ils veulent le vendre, leur monde virtuel avec le Libra à l'intérieur et tout le bordel. Ils y vont là. C'est pour demain. Gwenaël, tu voulais peut-être intervenir? Non. Non, pas. Ouais, je pense que ce serait, je pense que c'est un domaine de création qui est encore tellement à explorer et il y a encore tellement à faire, même dans la prise de vue réelle, dans le documentaire, sans passer par la réalité augmentée, etc., rien qu'en narratif, etc., que je me dis que si c'est en prise avec financé par des gros blockbusters comme ça, enfin des grosses industries, on va au contraire formater de plus en plus la création et au contraire, et là, il faut lâcher, il faut se lâcher, il faut oser. Donc, Ouais, mais c'est quand même aussi un peu inquiétant de voir que, par exemple, MK2VR a fermé, qu'il se déploie plutôt dans la branche ludique que ce qui valorise en ce moment, enfin, ce qu'on met en avant par rapport à la réalité virtuelle, c'est tous les parcs d'attractions de type parc d'attractions comme Illucity. Donc, cet aspect divertissement spectaculaire
sensoriel paraît être un marché, hélas, pardon, pour ceux qui sont dans ça, mais pour moi, assez porteur par rapport au reste du marché, hélas. Non, Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Non, je rejoins pas du tout cet avis-là. Je pense que MK2VR a fermé parce que ils sont partis peut-être trop tôt ou ils ont mal conçu leur offre. Je veux dire, parce que en l'occurrence, MK2VR faisait du jeu, hein. Il faisait pas des catalogues très cohérents avec ce qu'on attend d'MK2. Même si MK2 fait des films parfois qui ne sont pas très cohérents avec ce qu'on attend d'MK2. Mais en tout cas, le catalogue que MK2 montrait dans cet espace MK2VR ne correspondait absolument pas au type de film qu'on attend chez MK2. Donc, je pense qu'il y avait déjà une incohérence par rapport à ça. Et ensuite, ils ont conçu leur espace de manière très limitée, c'est-à-dire qu'il y avait 8 ou 9 postes de visionnage. C'était plus une tentative de démocratisation, un test, voilà, et que c'était pas sous une forme industrielle, mais il faut savoir quand même que MK2 vend son pod, donc ce dispositif, à plein d'espaces, et que, en définitive, là où MK2 gagne sa vie avec la réalité virtuelle, c'est en étant distributeur de catalogue. Donc, ils arrivent à placer plein de films dans les pods qu'ils ont vendus. Donc, ils ont juste rentabilisé leur démarche. Voilà. Est-ce que les expériences justement où on peut se déplacer ou des expériences collectives, bon, qui sont extrêmement difficiles, j'imagine, à produire, comme The Enemy ou comme il y a pu y avoir Carnet Arena de Iñárritu, où il y a vraiment cette idée d'être dans une expérience collective avec d'autres spectateurs. Que moi je trouve vraiment intéressante aussi de ne pas être isolé dans son casque sur un tabouret qui tourne, parce que ça me paraît toujours assez décevant. Et puis moi je le sens toujours, le casque, c'est un truc encore qui est beaucoup trop intrusif pour être totalement immergé. Moi ça me sort totalement de mon immersion, sauf précisément quand il y a des dispositifs qui intègrent un avant et un après, où il y a une vraie installation. Donc là, je rebondis sur ce que tu avais dit, Jérémy, ça pourrait aussi être développé par rapport à la lecture. Alors, je ne sais pas si tu connais le projet de lecture immersive sur la maladie de la mort de Marguerite Duras, du collectif Hors Normes. Parce que moi, ça a été un peu… Alors, pourtant, je suis une fan de Marguerite Duras, donc a priori, j'étais vraiment très, très réfractaire à essayer quelque chose en VR sur Marguerite Duras. Et c'est un dispositif vraiment intéressant où on rentre soi-même dans une chambre d'hôtel, la reconstitution d'une chambre d'hôtel réelle, dans un espace réel. Donc, on est couché sur un lit à côté d'un inconnu qui a un casque VR. On a un casque VR. Et on a le texte de Duras qui est à l'intérieur de notre casque, qui est mis en scène lui-même dans une chambre d'hôtel, très minimaliste, en noir et blanc, en animation. Et on ressent, par exemple, il y a une terrasse avec la mer en fond. On ressent de l'air concrètement. Tout à coup, on sent qu'on nous touche, qu'on enlève la couverture qu'on a sur soi. Donc, il y a un rapport au corps. On intègre le corps physiquement, réellement. Moi, j'ai découvert ça. J'étais à un colloque où je devais intervenir. Et après, il y avait le repas avec les gens. Et je n'ai pas pu aller au repas tellement que ça m'avait perturbée physiquement d'être impliquée corporellement dans le dispositif. Et donc… je ne sais pas si, du point de vue des expériences du coup sensorielles, le fait d'être déconnecté entre le corps réel et le corps virtuel, c'est pas un peu décevant pour être immergé justement? Et est-ce qu'il ne faut pas, selon vous, intégrer beaucoup plus les sens, mais au premier degré? Bon, évidemment pas surfer. J'ai aussi surfé sur les meilleures vagues du monde avec un ventilateur qui me crache de l'eau dans la figure. C'était un petit peu chiant, ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, de comment on intègre sensoriellement beaucoup plus fortement les choses avec ces dispositifs? Bon, en gros, le corps, où est le corps dans tout ça? Je laisse répondre qui veut. Moi, j'aurais envie de répondre par une autre question. Alors, tu vas peut-être me dire « Oh non, Pina, t'es chiante ». Mais alors, pour Adelin et moi, donc je pense que les gens qui nous écoutent ont compris. Le rapport au corps, il est évident. En fait, c'est même
voilà, nous, on utilise le spectateur comme une membrane entre un dedans et un dehors. On est vraiment très merleau-pontien, la chair, quoi. Donc pour nous, c'est clair, mais justement, j'avais envie de poser des questions plutôt à Jérémy ou à Gwenaëlle, justement, pour eux qui utilisent ça, qui produisent des choses là-dedans. Que peut pour eux la VR, en fait? Qu'est-ce qu'elle leur permet, au-delà d'autres outils qu'ils ont peut-être utilisés par ailleurs, mais pour eux, qu'est-ce que ça peut, même si leur spectateur reste fixe dans une salle avec, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça peut pour vous dans le travail que tu as fait justement, Jérémy, avec Accuse? Qu'est-ce que ça peut pour toi, ce dispositif? Pourquoi tu n'as pas utilisé justement quelque chose de classique, de voilà, une frontalité? Pourquoi ça sert à ton œuvre, en fait? Pourquoi cet outil-là sert à ce que tu voulais dire ou ce que tu voulais mettre en questionnement? Oui, ben, moi, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de retrouver une forme de pureté un peu naïve dans la réception que nous avons d'une œuvre. C'est-à-dire que ce que tu dis sur le corps, moi, je le remets en question en définitive, c'est-à-dire que je pense que c'est très ponctuel. Euh, C'est-à-dire que, en gros, on est dans un usage de cette technologie qui est très primitif et que donc on arrive encore, mais c'est tout l'intérêt, enfin moi, en tout cas, c'est pour ça que ça m'excite beaucoup, c'est qu'on arrive encore à piéger le spectateur, mais à le piéger positivement. Mais je pense quand même qu'il en conserve une conscience absolue. C'est-à-dire il fera toujours la distinction entre le réel et le virtuel. Mais en fait, là où il accepte la fameuse suspension d'incrédulité, c'est que, en fait, comme c'est très surprenant comme forme, parce que c'est nouveau, parce qu'il n'y en a pas d'habitude, et ben, finalement, son incrédulité vient plus vite. Son acceptation d'incrédulité vient plus vite. Donc, en fait, le rapport au corps, il fait partie d'une grammaire, mais il n'est là que pour être au service de cette surprise. Moi, c'est un peu différent. Ah, pardon. Pardon, et quand j'utilise dans Accused, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que on vient, je veux dire, rien qu'écouter, percevoir des sons à proximité, très très proche de l'oreille, c'est-à-dire, on voit bien d'ailleurs les vidéos de sons binaurales qui sont en libre diffusion sur YouTube, elles font des scores invraisemblables parce qu'il y a quelque chose comme ça qui a trait au corps, à la membrane de l'oreille et qui forcément suscite une excitation. Alors elle la suscite tant qu'on n'y est pas tout à fait habitué. Et à mon avis, dès qu'on y sera complètement habitué, la seule manière de susciter à nouveau ces excitations seront les narrations, puisque il faut qu'on rentre dans une histoire pour se projeter dans un ailleurs. Donc pour l'instant, pour moi, c'est vraiment une technologie qui sert à une grammaire et je l'utilise comme tel. Ok. Moi, la technologie est au service de l'œuvre en tant que telle. C'est vrai que c'est toujours un questionnement de se dire entre le pied, enfin, d'être sur deux pieds, en fait, le pied de celui qui doit vivre une expérience de la manière la plus poreuse possible pour certains projets, notamment mon projet sur l'érotisme féminin. Si la rencontre ne se fait pas entre le physique et même une implication extrêmement sensorielle, physique et l'œuvre, le film, enfin l'œuvre en tant que telle ne marche pas, ne fonctionne pas. Donc c'est constamment au centre de notre travail. Pareil pour le voyeur où on est dans la peau d'un schizophrène paranoïaque et on va lui faire malheureusement subir et heureusement subir ce que vit un schizophrène paranoïaque, c'est-à-dire qu'il distingue les couleurs d'une certaine manière, il entend d'une autre manière aussi, il y a des sons qui sont plus stridents que d'autres, tout en étant quand même respectueux de l'être qui va porter, qui va vivre cette expérience. Outre le dépassement de la surprise, on raconte pas une histoire et si ça ne prend pas par l'histoire l'utilisateur, ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'étais claire en fait. Si, mais par exemple, Gwenaëlle, est-ce que tu peux nous dire les deux projets dont tu parles, donc le projet plutôt érotique et l'autre projet plutôt sur le schizo, comment sont placés les spectateurs? Mais c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que par exemple pour ton premier projet sur l'érotisme, on est allongé? Est-ce qu'on est assis? Est-ce qu'il y a une différence notoire justement, entre les deux? Ouais, on est totalement en train de concevoir ça, c'est-à-dire que ça fait partie intégralement de l'expérience et on le finance comme tel en essayant de trouver des
des financements ailleurs que les financements de l'œuvre en tant que telle. C'est-à-dire qu'on a créé un dispositif d'une expérience vécue individuellement avec un siège ovoïde, et on est en train de travailler sur un prototype pour un siège semi-allongé ovoïde, c'est pas nouveau, hein, mais aussi avec des matériaux assez particuliers qui font que le grain de peau que tu auras posé, parce que bon, tu es habillé quand même, tu vas pas mettre une combinaison, même si on aimerait bien, mais le grain de peau que tu vas poser sur ce tissu, qui est un tissu très sensoriel, ils disent, va te permettre de ressentir quelque chose, et on met en condition l'utilisateur pour qu'il soit relâché, complètement relâché, et on aimerait que ce siège aussi puisse prendre la forme du corps, etc., etc. Voilà, donc il y a cette expérience-là qui va se vivre d'une manière individuelle, mais aussi collective, parce qu'on est en train de mettre en place, en fait, pour 6-8 personnes, toujours dans des sièges ovoïdes, mais il y a aussi l'attente qui va se faire avec la diffusion sur des tulles, le son, enfin, là, on installe l'entrée dans ce temple du désir qui, en fait, est l'image de l'intimité féminine. Voilà. Donc, mais ça, et on est constamment en questionnement par rapport à ça. Donc il y a une vraie scénographie par rapport au projet. Super. Vous savez qu'il est 18h21, presque l'heure de l'apéro. Malheureusement, on est en virtuel, donc on ne peut même pas aller boire un apéro après ensemble, c'est nul. On nous avait vendu la mer, les pins, les forêts de pins. Ben rien, on n'aura rien de ça. C'est quand même très, très décevant. L'année prochaine, revenez l'année prochaine. On espère bien. Est-ce que vous voulez rajouter… Alors, moi, j'avais fait des questions, il y avait au moins 3 pages. Hein. On n'a pas abordé… le cas, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de vraiment extrêmement important pour vous par rapport à toutes ces questions ou pas qu'on a abordées? Ou est-ce que les spectateurs veulent poser une question? Non, moi j'ai une question. J'ai une question parce que grâce à toi, Claire, j'ai découvert le projet que j'avais à travers lequel j'étais complètement passé d'Alessandro González Iñárritu à la Carney Arena, la chez El Sable, qui est donc son expérience VR sortie en 2017, passée sous les radars quand même. J'ai un peu posé des questions autour de moi de pas mal de monde. Et qui quand même en interview est un truc où tu as Iñárritu qui dit la VR c'est tout ce que le cinéma n'est pas. Il a ce genre de déclaration. Du coup, ma question c'est voilà, quand on a une espèce de bête de foire comme Iñárritu, c'est réalisateur mondialement reconnu, adoubé par les plus grands studios, qui fait à peu près ce qu'il veut, et combien ils sont rares de nos jours. Le mec fait un projet en VR qui a l'air pas mal, qui fait 6 minutes 30. J'ai une expérience de 6 minutes 30, qui met en jeu une scénographie de dingue avec je sais pas combien de kilos de sable, avec des comédiens, avec des trucs, vous êtes dans la peau d'un… Comment ce genre de boulot ne tourne pas? Ah, il tourne. Il Ça tourne, mais ça il faut Ouais, avoir, bien sûr. voilà, il faut être dans les happy few pour voir Non, mais ça a été diffusé à Cannes en premier lieu. Oui, mais Ouais. très peu de spectateurs. Parce qu'il fallait avoir la carte, il fallait avoir le VIP, le pass VIP, n'est-ce pas? Sur le volet. Et après, ça a tourné à Milan et à Los Angeles, au LACMA, et ça doit encore tourner. Okay. Et ça a obtenu un Oscar quand même, ce projet. Ah oui. Oui, et l'extension de la question, c'est ça, c'est que c'est ce qui me semble, enfin, des expériences que j'ai pu voir et pas expérimenter, sans doute un truc très haut dans le panier. Et le fait qu'on en parle dans les milieux professionnels, le fait qu'on évoque ça comme un peu comme un exemple, je sais pas, comme à suivre, me semble assez ignoré. Et je m'interroge. Alors évidemment, on a survolé plein de sujets sur lesquels il serait intéressant de rentrer. Tu vois, pourquoi il y a une homogénéisation, Pina le soulevait, des festivals qui font essentiellement que des propositions dans un seul axe avec une seule matière. Ça reviendrait, bon, ma foi, il y a bien des expos de peinture, il y a bien des expos de sculpture, alors pourquoi pas des expos de VR si la VR est un médium, mais enfin…
il y Ouais, a des diffusions dans les musées de je sais VR. pas si je suis pas très clair, je m'excuse, mais Non, mais en mais voilà, fait, il y a pardon. Peut- Oui, Peut-être que non, ça a à voir avec ce que vous disiez et de la façon dont les institutions financent les choses. Et là, du coup, on touche à la pluridisciplinarité. Et quand tu as un festival dans une certaine discipline et que tu programmes des choses qui sortent de ton cadre habituel de programmation, ça devient un peu plus compliqué d'avoir le budget pour les programmer. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. là, On est oui, comme Alpha Loop à Exemple. cette année et ce sera l'année prochaine si tu es d'accord toujours, Adelin et Pina, de venir mais, avec plaisir, on en serait ravis, vraiment. trouver des lieux. en tout cas, le projet, bon, moi, je ne l'ai pas testé, mais j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait exister autour d'Ignaritu. Et Jérémy, je ne sais pas si tu l'as testé, mais tu pourrais nous dire. La question qui se pose, et dans pas mal de projets, qui était aussi une entrée, parce que moi, je vais dans beaucoup de festivals par rapport à ma recherche, pour justement avoir un œil aguerri sur tout ce qui sort en VR, enfin, j'essaie en tout cas. Moi, j'ai remarqué ces dernières années, enfin, ce qui m'intéresse le plus, je ne vais pas dire j'ai remarqué parce que c'est pas très. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans les projets que je trouve les plus intéressants, c'est précisément des projets qui ont une dimension documentaire qui utilisent d'une façon. Enfin, qui interrogent vraiment la technologie de la VR par rapport à leur projet. Alors, je pense à un autre petit bijou que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout une installation. C'est un projet du Guardian, l'organe de presse britannique, qui s'appelle Limbo. Vous connaissez peut-être? Non? Oui. Non. Limbo, Limbo, ouais, c'est dans les limbes. Et en fait, on est à la place, en quelque sorte, de demandeurs d'asile qui attendent les papiers. Des papiers administratifs pour pouvoir vraiment être en résidence dans le pays, en Angleterre. C'est un projet de journalistes, donc comme quoi les journalistes font des choses aussi extrêmement intéressantes, Ouais. qui est très très beau esthétiquement parce que très minimaliste. Alors maintenant on en voit beaucoup des images comme ça, mais à l'époque où ça a été produit, filmé avec des lasers, vous voyez, ce type de des scanners. Donc, ça donne une esthétique un peu filaire et c'est très sombre, très noir, parce que précisément, ces personnes-là n'ont pas de statut et sont invisibles. Et donc, tous les projets, moi, que j'adore en tant que spectatrice, là, pour le coup, mais aussi pour réfléchir à tout ça, comment rendre visible cette question entre la visibilité et l'invisibilité des gens. Et pour le coup, la réalité virtuelle, elle me paraît extrêmement intéressante sur ces questions-là. À ton tour d'être très merleau-pontienne, dis donc. Oui, je suis très merleau-pontienne. Est-ce que c'est une pique? Et Est-ce aussi, que c'est une pique? non, ça peut-être, c'est peut-être une pique de la part de Non, pas Jérémy. du tout. Oh, puis Tout le monde, là, tout le monde aime Merleau-Ponty. attends, on se Ah, partage. j'allais te dire, je suis aussi donne idienne. Je ne sais pas si on dit comme ça. C'est la post-phénoménologie, mais on en parle en Ouais. off parce qu'on énerve tout le monde là, peut-être. En tout cas, cette dimension documentaire, il y avait aussi un projet que vous avez peut-être vu qui s'appelle DMZ. J'aime bien donner des exemples parce que ça prouve qu'il y a des œuvres qui questionnent les choses. Pina, il y en a, oui, qui est sur la zone démilitarisée de la Corée du Nord, Corée du Sud, et pour un territoire sur lequel on ne peut pas aller, évidemment, et comment, avec les images de synthèse et la réalité virtuelle, on rentre dans la mémoire d'un soldat qui a servi sur cette zone-là. Toutes ces questions, je trouve qu'elles ont vraiment un sens par rapport à la réalité virtuelle. Et là, je vais faire mon auto-promo. Et le projet, moi, que j'avais, sur lequel je travaille, c'est autour de la mémoire. Alors, ce qui n'est plus du tout original aujourd'hui avec la VR, mais à l'époque où j'avais commencé, ça l'était un peu. Et c'est un projet que j'ai de quand j'étais étudiante en cinéma il y a très, très, très longtemps, où j'avais écrit un scénario un scénario, une chose, à partir de Matière et mémoire de Bergson, pour essayer de comprendre les plans de... Alors, pas du tout documentaire, mais fictionnel sur comment on a des plans de conscience, on a des images souvenirs. Et alors, je ne sais pas combien d'années après, 25 ans après, en fait, ce projet que je n'ai pas réalisé, puisque l'enseignant scénario m'a dit ce n'est pas un scénario. Ça, évidemment, ça ne pouvait pas être un scénario. C'est totalement délinéarisé. Et je me suis aperçue dans plusieurs, après, avec le projet sur lequel je travaille actuellement, que finalement, ce que j'attendais, c'était la VR pour ce projet-là. Bon, j'ai eu la SCAM, j'ai eu l'aide de la région, mais
il n'est toujours pas fait, ce projet. Donc, Tu cherches un producteur, c'est ça? Il est Voilà. 18h30. Il est 18h30. Ouais, il est 18h30, mais je suis très L'horloge. bavarde après quand ça m'intéresse les Non, choses. c'est Mais intéressant. On l'est tous. je vous laisse conclure alors. Et Vous je me l'année tais. prochaine alors au Festival de Contis en chair et en os cette fois-ci Ah oui. sur la plage. Voilà, pour continuer, parce qu'on a, comme tu dis, Claire, on n'a malheureusement pas pu aborder toutes ces questions et entre-temps, ça va encore évoluer. Et puis, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci. Bah oui, merci. Merci encore Au revoir. pour l'invitation et Merci pour le débat. beaucoup. C'était très très riche. On aurait beaucoup. pu continuer encore. Et voilà, merci aussi aux spectateurs et leurs questions. Oui. Et à très bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci à tous.